T'es qu'une merde, mon pote. Tu fumes du shit toute la journée, tu profites des allocs, tu te branles 20 fois par jour, t'as pas de meuf, tes potes ont honte de toi. Tu fais pas de sport, tu manges de la merde, tu n'as plus de testostérone. Tu te demandes comment un mec de ton âge peut avoir autant de flow, une si grosse bague, serrer 7 meufs par semaine et faire plus 200% sur son chiffre d'affaires chaque mois. C'est grâce à une solution développée dans la Silicon Valley ces dernières années. Et je peux t'offrir cette solution. Cette solution, c'est le microdosage de kétamine. Achetez dès maintenant la formation Ketosaur Trading. Très bonne introduction au sujet. La vérité, vous l'achetez la formation Ketosaur Trading. Avouez que vous l'achetez. Bien sûr. Mais pourquoi il ressemble à un mec de campagne avec son béret? En fait, je voulais le faire en Peaky Blinders et c'est devenu un campagnard. Ah ok, d'accord. Genre vraiment, Tu peux quitter la campagne, mais la campagne ne te quittera jamais. Genre j'étais en mode mais une chemise, il est allé chercher le béret et il s'est regardé dans le miroir et dans le miroir il a fait je suis juste un mec. Je suis juste un cutéreux en fait. C'est Skinny Blinders. Skinny Blinders. Il est trop maigre. Skinny Blinders. Le pauvre, vous êtes méchant. En tout cas, bienvenue Zoé. Merci. On est trop content de t'avoir en plateau. Oui, en plus, ça faisait un bon moment qu'on discutait de faire, qu'on parlait de faire cette discussion. Pour te présenter un petit peu, donc t'es docteur en histoire contemporaine. T'es en post-doctorat du coup. Ouais. T'étudies notamment donc l'histoire des essais cliniques qui incluent les psychédéliques dans le traitement des addictions et dans la prise en charge psychiatrique. Et en règle générale, tu t'intéresses à la transformation des pratiques médicales et des politiques de santé donc liées aux psychotropes, etc. Et tu as également un blog et une chaîne YouTube où on peut retrouver différentes interventions qui sont ultra intéressantes. Franchement, allez voir ça. Même si le son, bref. Ouais, mais franchement, c'est ultra intéressant parce que. Je peux pas faire mieux. mais c'est très très bien quand même. Mais en plus, c'est hyper intéressant parce qu'il y a quand même un champ assez divers que tu couvres, mine de rien, dans tes interventions. Donc voilà, merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Je suis trop contente d'être là. Je suis comme une fan depuis tout à l'heure. Story. Bonjour le chat et merci aussi pour le lobbying que vous avez fait pendant des mois là pour, pour me faire venir. Je crois la caméra qui te filme, elle est là si tu veux la regarder droit dans les yeux. Ah, merci le chat. Je suis trop contente d'être là. Et du coup, est-ce que la drogue c'est cool? Ils sont là, qui me regardent. Oui, la drogue c'est cool. C'est bon, on peut régler ça tout de suite. C'est bon, problème réglé. Merci beaucoup, Zoé. Merci énormément. Non, mais du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, un peu pour te présenter, c'est quoi un peu ton parcours, d'où tu viens, et un petit peu, tout ton parcours, le doctorat, c'était comment, enfin, un petit peu, voilà. Raconte-nous un peu ta vie, quoi. Donc moi, je suis historienne. Je suis juste historienne. Je suis historienne de la médecine. C'est ça ma spécialité. Et dans l'histoire de la médecine, je suis spécialiste des psychotropes. J'ai pas fait d'études de médecine. J'ai vraiment fait qu'un cursus en histoire. Là, je suis en post-doctorat. Donc ça veut dire que j'ai fini ma thèse il y a 4 ans, 3 ans. Dans les limbes après... Là, je suis dans la période de précarité après thèse où théoriquement, quand tu finis ta thèse, tu dois pouvoir être maîtresse de conférence. Mais en fait, il n'y a pas de poste. Et il n'y en a pas du tout. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail, parce qu'on est chargé de cours à la fac. Mais juste, ils ne recréent pas les postes des personnes qui partent à la retraite. Donc là, c'est la précarité de ouf. En général, ce n'est pas que pour ton sujet qu'il n'y a pas de poste. Et limite, là, moi, mon sujet, il est assez porteur. Donc, tu vois, j'ai peut-être une chance un jour d'accéder à l'université, d'avoir un poste fixe. Moi, dis-toi, je voyais à Sciences Po, dans une pièce de l'école doctorale, où il y avait les concours pour l'agrégation de sciences politiques, que généralement tu passes assez tard dans ta carrière. Et en fait, c'est le truc qui te permet de devenir maître de conférence en sciences politiques, que des vieux. Il y avait que des gens qui étaient vraiment... En fait, c'était quasiment la fin de leur carrière et qui se couronnaient avec le fait d'être enfin maître de conférence, alors que normalement, tu es censé y accéder plus tôt, quoi. Ouais, on estime que tu mets minimum 10 à 15 ans après ta thèse à avoir un poste à l'université fixe. Ouais, non, mais c'est un truc de ouf. Et du coup, en attendant un jour d'avoir un poste, il y a ce truc de post-doctorat où tu continues à faire de la recherche et où là, t'es mais... Vas-y. Non, filmez pas. Enlève le plan de cam. Arrête. Non, mais parlez, c'est bien. Me met dans l'ambiance. Elle est grosse. Comme tout à l'heure. C'est pas la microdosage. C'est vraiment. Il y en a beaucoup là. Microdosage de lactose, peut-être. Mets-moi-en une au moins, s'il te plaît. Pas tout pour toi. Non, je rigole. Alors, je vais faire mon premier vrai conseil. Il y a Technoplus là. Donc, Technoplus, c'est une asso de réduction des risques pionnière dans ce domaine-là. Ils viennent de faire une étude. Faut pas écraser avec la carte. Pourquoi? Faut écraser avec une cuillère.
Et tester, c'est vraiment incroyable. Ça réduit, c'est beaucoup plus rapide. Ils sont en train de rire en régie là. Bah attends, pourquoi avec une cuillère? Donc tu qu'est-ce que tu prends une cuillère et avec le dos de la cuillère, tu fais comme ça écrase Ouais. instant Ouais, et mais c'est extrêmement un fin. médicament, ça le fait sauter. Après, tu. Ah oui, c'est vrai. Non, Attendez, on n'est pas encore. Oui, attendez. Mais vous faites. Mais t'en fais partout. C'est du lait en Ça poudre. commence très bien. C'est du lait en Oui, poudre, ne vous c'est inquiétez du lait pas. en C'est du lait en poudre. poudre. Oui, Ne vous c'est inquiétez la pas. Ceci est C'est une du lait mise en en scène poudre. habilement faite par des C'est professionnels. du lait en poudre. Ne C'est du reproduisez lait pas en ça poudre. chez vous. Faire ça, Jeanne, je t'en Ni conjure. avec du lait en C'est poudre. C'est du régilet, voilà. Voilà. Mais du coup, t'allais dire, Raz, écraser les médicaments, Ouais, c'est sur le compliqué. téléphone, il n'y a rien de plus crade. Voilà. Ouais, ça Pardon. c'est vrai. Voilà. Mais Ok. du coup, écraser avec une cuillère le chat, vraiment, en fait, tester, c'est hyper Testé et impressionnant. approuvé. Alors, c'est de la RDR. C'est de la Oui, réduction c'est de la des réduction risques. Réduction des risques. Et voilà. Nous n'encourageons pas la prise de Ce drogue. sketch n'était qu'un prétexte justement à la prévention présentée Voilà, par Zoé. exactement. Merci Exactement. Mais du coup, sur le parcours, tu avais peut-être d'autres questions. Ouais, non, du Ouais, coup, dans doctorat le- à la sauce, ouais. Du coup, là, en postdoc, on est financé maintenant. Donc là, j'ai un salaire qui tombe tous les mois et ça fait du bien. Mais en fait, Bravo. en thèse, moi, j'étais pas financée. Donc moi, j'étais boursière à taux zéro quand j'étais en licence en master. Ça veut dire que j'avais pas d'argent, mais juste payais pas mon inscription. Et après, en thèse, il n'y a plus rien de tout ça. Donc j'étais obligée de bosser comme d'habitude. En fait, je bosse depuis le début de mes études supérieures. Mais oui, Et j'ai vu j'avais- que tu avais expliqué que tu étais dans ce cas où tes darons avaient juste trop de thunes pour pas que tu aies de bourse, mais pas assez pour t'aider à faire tes études. Ouais. Horrible. Ce truc le plus entre-deux piles où ils ont rien à te donner pour te permettre de vivre, mais ils ont Oui. trop pour pouvoir te permettre d'avoir vraie bourse et du C'est coup ça. l'enfer Oui, où t'as oui, fait oui. que t'as fait quoi. C'est terrible parce que, attends, c'est Vas-y, ceux qui vas-y. trimaient le plus à l'université, c'est fou. C'est-à-dire, moi, j'avais le maximum de bourse parce que ma daronne trop pauvre. Mais en fait, ceux qui faisaient des tafs à côté et tout, c'est ceux qui avaient même pas 100, 200 et que ça suffisait pas. tu Bah vois. c'est ça. Et Bah qu'on là, des j'ai darons, fait le c'est ça. calcul sur l'ensemble de ma thèse. Donc j'ai fait 6 ans de thèse. J'ai gagné en moyenne 470 € par mois. Ouais, sur c'est ça, l'ensemble de ouais. ma thèse, en Moins qu'un travaillant RSA. 4 à 6 contrats. Par an, j'avais 4 à 6 contrats, je faisais de la numérisation de livres, Mais- je donnais des cours et tout. Du coup, j'avais vraiment envie qu'on passe un peu de temps sur ça, je l'ai dit à Ouais. Cassandre tout à l'heure, parce qu'on a toujours l'impression que, comme je fais plein de conférences, que j'écris plein d'articles, que je suis payée pour tout ça, je suis jamais payée pour faire mes En conférences, plus, faut quasiment payer jamais. pour être Dingue. publié dans les revues. Alors, si tu payes, c'est que c'est un peu des revues prédatrices. Ok, donc, d'accord. normalement, non, tu payes pas. Mais par contre, tu n'es pas payé pour publier tes articles non plus. Donc, et tout le monde a l'impression que les universitaires viennent de la bourgeoisie. Et c'est pas le cas, en tout cas pour moi et pour plein de gens que je connais. Donc, c'était important de replacer ça aussi. On est d'accord que c'est un choix personnel de ne pas faire financer ta thèse dans le privé, par exemple. Et là, J'ai auquel essayé. cas... Ah, t'as essayé. J'ai essayé parce D'accord. que la galère, vraiment, 400 Ok, oui, au balles bout par d'un mois, moment. Oui, la c'est question se la l'enfer. pose, hein. Moi, j'ai été chercher des colis alimentaires Logique. pendant le Covid et tout. Donc, Ok. vraiment, 470 € par mois, c'est l'enfer. Ok. Mais il n'y a pas de financement en sciences humaines, en fait, pour financer par le privé. Ça marche pas, les Même thématiques, si, comme elles tu se dis, c'est recoupent un pas. secteur porteur. Ouais, même si c'est de l'histoire de la médecine, moi j'ai envoyé à des labos pharmaceutiques Ok. par exemple, et j'ai jamais Pas eu de réponse. d'intérêt, Non, non, non. Ça les Ok. intéresse pas, les Oui, sciences Tu c'est penses ça. que c'est la manière d'angler tes recherches ou genre c'est... Non, parce qu'en plus j'étais au tout début, donc j'étais dans un truc très lisse, j'étais Ok. même pas encore trop à militer sur les réseaux sociaux, tu Ok. vois. Donc non, c'est juste que ça les intéresse pas, les sciences humaines. Oui, Enfin. oui, c'est ça. Les budgets de la recherche sont très serrés. Il faut s'insérer dans des parcours prédéterminés à intéresser des labos pharmaceutiques Ok. ou des trucs comme ça, sinon ils vont pas t'aider. Hein. Mais c'est comme, tu sais, c'est toute la polémique qu'il y avait durant le Covid où on s'est rendu compte que, mais en fait, le budget pour la recherche, de Oui, avec potentiellement Vidal. Oui, développer c'est un vrai, vaccin c'est ou vrai, des c'est recherches vrai. sur ce truc-là avant que ça apparaisse, Hmm. a été complètement négligé. Et on aurait pu avoir c'est un vrai, c'est vaccin vrai, si c'est on vrai, avait c'est vrai. alloué ce budget-là. Mais bon, maintenant, il faut faire des coupes budgétaires. Donc, Ouais, C'est bah, pas ils prêt ont de coupé s'arranger 1 pour, milliard là, l'année dernière à l'université. Ouais. ouais. Donc un poste un jour, c'est. Mais je pense Il y que a ça, peu de ça chance. explique aussi qu'il y a de plus en plus d'enfants prolos et pas d'enfants de la bourgeoisie qui finissent justement chercheurs, qui finissent justement dans ces parcours de galère. Parce que aussi, c'est au fur et à mesure du définancement de l'université que la bourgeoisie progressivement aussi a quitté. Enfin, c'est ce qu'on observe en fait dès qu'il y a un métier qui se paupérise. Ouais. Oui. C'est qu'on voit aussi pour les profs et les instits qu'il y a un métier qui s'est féminisé dans la foulée de. Merci pour ma caméra. Dans la foulée de la baisse aussi des salaires, enfin plutôt de la non-indexation en fait à l'inflation des salaires, et qu'en fait on retrouve des populations déjà précarisées ou avec une histoire déjà précaire qui du coup ont enfin accès au truc, mais précisément parce que ça paye moins quoi. Oui, c'est ça, c'est les les bourges placent leurs gosses aussi en fonction des milieux prestigieux mais rentables économiquement. Et là, l'université se casse la gueule, donc du coup, il y en a plus. Maintenant, école de commerce, tout ça, et puis voilà quoi. Exact. Non,
Donc après, tant mieux, c'est bien, on récupère l'université. Youhou. Ouais, Et- à quel prix? Pas très cher. Mais du coup, 6 ans de thèse dans Ouais, la 6 ans de pauvreté, c'est un délire en vrai. Hein. Ouais. Et Franchement- après, j'ai eu du chômage. Alors là, je gagnais encore moins parce que du chômage de quand tu gagnes 400 balles par mois. Oui, c'est ça. Oui, c'est 100 balles, C'est 150 pour ça, là, balles par c'est mois. la première fois de ma vie que j'ai un vrai salaire qui tombe. Mais putain, c'est ouf en fait. On se rend pas compte à quel point pouvoir se dire je vais payer le loyer, je peux acheter du fromage ou tu vois, ce genre de Ouais, trucs. avoir une vie Ou même normale. je peux Quoi. acheter les livres dont j'ai besoin pour faire mes recherches. En Mais fait. oui, Oui. c'est Pendant vrai, ma du coup, thèse, t'es je grave pouvais pas, dépendant ouais, des mais oui, bibliothèques mais ça- ou de... Et tu les empruntais du coup ou... Je pouvais les emprunter. Dans ma fac à moi, il y avait quasiment rien parce que les drogues en général, c'est pas un sujet en France, donc il y a très peu de bibliothèques qui ont des bouquins. Et après, tu as un système où tu peux faire venir des livres d'autres universités. Je faisais ça un peu, mais ça coûte cher aussi. Enfin, Non, mais tu utilisais Sayub aussi. Est-ce que oui, après, il y a eu En vrai, Sayub. le piratage, c'est le meilleur. ami des Mais les universités. bouquins, il n'y a pas. Enfin, Y a pas t'as des forcément sites, tout. mais Ouais. t'as pas tout. Hein. ouais. Sur Sayub, il y a quand même vraiment beaucoup, mais en histoire, t'as pas tous les Et puis il faut être articles bon en non plus. anglais, tout n'est pas accessible. je suis. Ouais. Mais Et toi, pour la drogue, t'as été obligé de. Enfin, je pense que t'as un bon niveau en anglais parce Oui, que oui, les oui, je suis ressources. bilingue. Même quand, en tant qu'usager, quand tu cherches de la RDR, le vrai contenu, c'est souvent en anglais. Enfin, t'as vite besoin d'en Il y a passer. de plus en plus de contenus maintenant qui Ouais, sont ça super commence, bien. mais- D'ailleurs, j'en profite, il y a Drugs, DRUGZ, qui est en train de percer là sur YouTube. Il fait plein de contenus super intéressants, très ludiques, très bien expliqués. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Je vais tout de suite aller Anna voir. s'archive. Anna s'archive, je dirais quelqu'un qui est en mode salut la famille, on va parler de drogue aujourd'hui. Non mais je voulais te demander justement, tu parles à quel point ça a été difficile. Est-ce qu'il y a un moment où tu as voulu abandonner? Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Moi, j'allais faire l'inverse. Comment t'as fait pour pas arrêter quoi. Voilà, Ouais, c'est ça oui. le truc. C'est ce que j'ai toujours voulu faire et c'était. J'arrivais à maintenir le truc, j'arrivais à me dire je vais voir le bout et petit à petit, mes parents ils pouvaient me soutenir un petit peu aussi. Sans eux, sans mes parents, mes grands-parents, j'aurais jamais pu. Genre mes parents ils me payaient ma mutuelle et mes grands-parents ils me donnaient 100 € par mois. Ouais, c'est le Sans truc ça, qui t'a par permis contre, de. là, je pense que j'aurais jamais pu. Ouais. Sans ça, j'aurais jamais pu. Ouais, c'est le truc qui te permettait Ouais. d'avoir le petit Et bonus. puis tu te dis, bon, c'est ma passion, j'ai décidé d'aller dedans. Et on est prévenu en avance. Hein. Les profs, ils nous disent, si vous allez en thèse, ça va être ça la réalité. Donc je savais vers quoi je m'engageais. Et je sais pas, tu te dis, j'ai envie de faire ça. J'ai vraiment envie d'aller jusqu'au bout. Mais pareil, je me rappelle le séminaire à l'école doctorale, c'était en mode alors qui est intéressé pour faire une thèse? On va vous ramener tous les doctorants. Ils étaient en mode ne faites pas ça. Ouais, bah moi, on m'a C'était dit vraiment 1000 fois. Et moi, je le dis maintenant aux gens, ne faites pas ça. Hein. Mm. Ou alors vraiment, soyez sûrs que c'est ce que vous voulez faire parce que ça va être dur Ouais. psychologiquement. Quoi, de te Et dire en plus, tu restes coincé pendant 3 cités rapides, mais la vérité, jamais personne n'a écrit sa thèse en 3 ans à 5-6 ans, quoi. 10 Ouais, la ans moyenne, c'est 5 ans et avec le demi, même je crois. sujet. Donc aussi, tu sais qu'à la fin, ton sujet il va te dégoûter. Et justement, moi, ça m'amène à la question suivante, c'est qu'est-ce qui t'a intéressé sur le sujet justement des drogues en lien avec l'histoire de la médecine? Et enfin voilà, ça a été quoi un peu ta porte d'entrée là-dedans et Moi, j'ai toujours été hyper intéressée par les modifications de l'esprit. C'est un truc, même enfant, je sais pas le moment où j'ai découvert ça et où ça m'a T'appuies sur intéressée. tes yeux pour faire des lumières, des trucs comme ça. Ouais, ça Pour moi, m'est c'est un déjà truc de arrivé. drogué, Oh, ça. c'est vrai, Mais j'avais oui, c'est complètement vrai, oublié après, ce truc. Pour moi, tous les drogués ont. Oui, fait non, ça. mais je vois Mais c'est que comme déjà, ça qu'on tu peut fermes les très fort détecter. les yeux aussi, et après tu vois des lumières bizarres qui apparaissent. moi, c'est j'ai- ça? Non, moi, j'ai- ouais. Oui, non, mais alors toi. Moi aussi. ok, ça va. En fait, c'est le TDA et. C'est ça. C'est ça. Les moufettes, on sait pas. Bah, j'essaye, et ça fait quoi? Mais en fait, tu mets tes oreilles comme ça. Ça fait. J'ai- Et te fait pas mal non plus. Hein. Oui, ça me fait ça. Oui, oui. C'est un truc d'enfant, hein, on fait plus ça trop maintenant. mais hein. c'est- Non, on fait plus ça. C'est censé me droguer? Non. Ok. Bah, du coup, voilà, depuis que je suis enfant, je suis intéressée par ça. J'ai lu tous les bouquins, genre L'Herbe Bleue. Vous connaissez L'Herbe Bleue d'ailleurs? Vous Bien connaissez sûr. ce livre? Bien sûr, Donc, c'est un livre de livre qui est propagande. présenté comme. Oui, voilà. C'est pas très, très bien, très bien. C'est pas très connu. Ouais. C'est un livre qui se présente comme un journal intime d'une jeune fille aux États-Unis qui découvre Ok. le LSD et qui va Incroyable. finir par faire l'escalade, la théorie de l'escalade et arriver jusqu'à l'héroïne. Et ensuite, elle meurt et c'est horrible. Et Ok, c'est incroyable. du Moi, coup. j'y ai pas cru parce que elle prend du LSD dans du coca au début. Elle tombe et Ah, je me rappelle plus. J'avais ils font le 12 jeu ans de la plus. bouteille où elle prend du LSD et raconte qu'elle se sent pas très bien, qu'elle a des vertiges. Et après, elle fume du shit. Elle a des hallucinations de fou. Et je m'étais dit, mais c'est des mythos. Voilà.
Et du coup, Ok. j'y croyais pas. Voilà. Mais y a En tout pas cas, un c'est di- vraiment du mytho. Pardon. C'est vraiment une Tu confonds- mormone y a pas un dièse de américaine. quoi Non, mais j'étais persuadé qu'il y avait un bail où, par exemple, nous, on était persuadé quand on prenait du LSD que le cannabis, ça maximisait les effets Oui, mais c'est les un autre effets jour. psychotropes. Ça veut dire que quand tu prends du cannabis, du LSD, il Ah, il le prend un décrit autre pas les jour. vrais effets dans le livre. Quoi. Ok, Pris de la ok. drogue Non, jamais. Jamais. Sur des simulateurs Mais, de drogue, sur sur Drogue Roblox, Simulator, mais c'est sur marrant. Steam. sur Le- Roblox. L'herbe bleue, moi je trouve ça intéressant Pardon. parce que c'est vraiment un outil de propagande qui Ouais. s'est retourné contre eux Complètement. parce que les gens le disent, genre c'est lu par les drogués en Ouais. fait. Exactement. ça Où ça qui est- donne envie de découvrir ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Et du coup, après, moi, quand il a fallu choisir un sujet en master d'histoire, eh ben, naturellement, j'ai essayé de voir s'il y avait des trucs dans ce domaine-là. Et il n'y a rien en France. On est très, très peu d'historiens à travailler sur ces questions. Donc, les sources principales, moi, je suis historienne contemporaine. Ça veut dire que je travaille du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. La majorité des sources des gens qui parlent sur les usages de psychotropes, c'est les médecins. Donc, naturellement, je suis allée par là. Et à ce moment-là, j'ai découvert C'est que... pareil sur les trans, t'inquiète. Ou les rappeurs. Non, pas de fou. C'est une base de données de fou quand même. Sur les Oui, drogues. Les médecins Ouais, j'ai compris. Ouais. Ah la non, ok, blague. ok, d'accord. Ok, Ah oui, ok, je je l'avais comprenais pas. pas. Mais comme j'allais C'est les dire, médecins. pourquoi au 19e siècle? Parce que moi j'ai l'impression, je sais qu'il y a les bails de la colonisation de la Chine où t'as grave. Enfin, c'est là où il y a le commerce de l'opium qui s'est développé, mais c'est parce qu'il y a grave une. Popularisation de l'utilisation de la drogue, je sais pas si on peut dire Ouais, ça ouais, si, comme c'est ça. ça, c'est Ok, ça. d'accord. En fait, au 19e siècle, il y a deux phénomènes. Il y a d'abord la distanciation. Donc, tu as les Lumières qui viennent juste avant, où il y a Ok. une distanciation avec la religion. Ok. Mhm. La religion d'accord. qui avait posé un truc chrétienne pour dire il faut surtout pas modifier son Altérer, son ouais. esprit parce que c'est diabolique, c'est nécessairement diabolique. Donc, bah, ça, une fois qu'on s'en passe, que les scientifiques, les médecins, ils arrêtent de croire ça, bah, tout à coup, ça redevient intéressant de faire des expériences avec l'opium, Mhm. avec le cannabis, la coca et tout. Et la deuxième chose, c'est la colonisation. Ça veut dire qu'on va dans le monde entier et on découvre plein de nouvelles plantes. Donc il y a un intérêt scientifique pour ces Mhm. produits qui est énorme et qui est sans précédent encore aujourd'hui. En fait, le 19e siècle, c'est vraiment le siècle des psychotropes. Parce qu'il n'y a plus de morale dessus, c'est tout à fait accepté d'en consommer, et il y en a plein de nouveaux. Moi, ce que j'ai trouvé ouf, c'est aussi le délire où la drogue, ça sert à la fois pour faire la guerre, comme ça va être industrialisé pour de la médecine. Ou genre, je sais pas si je dis une Vas-y, bêtise, vas-y, en mode, vas-y. on l'utilise pour justement rendre drogués les Chinois et faire en sorte que la population, l'opium, oui, oui, ouais, et oui. en même temps, ça va être récupéré par des entreprises pharmaceutiques. Je sais pas si je dis des bêtises. Hein. Non, non, tu dis pas des bêtises. Par contre, il faut faire une petite nuance. Il y a cette idée qu'on a forcé les Chinois à se droguer. Ok. Et en fait, ça, c'est aussi de la propagande. Parce qu'il n'y a s'en pas sort encore plus. beaucoup de recherches en histoire Ok. là-dessus, mais on a plein de sources qui montrent qu'en réalité, les observateurs qui allaient en Chine et même les Chinois eux-mêmes avaient des contenus pour dire mais en fait, les gens, ils se droguent pas tant que ça. Ok, d'accord. Ou il y a des espaces dans lesquels il y a des gens qui sont très pauvres, très marginalisés, qui prennent des prods et qui ont des problèmes avec ça, qui prennent de l'opium. Mais en fait, la majorité de la population n'en souffrait pas, mais c'était ce qu'on avait besoin de faire croire à l'Occident à un moment. Mhm. Ok, C'est d'accord. hyper intéressant, mais pour le moment, il n'y a pas beaucoup de recherches là-dessus. Alors, propagande de la part du gouvernement chinois qui a surcoté l'effet de l'Occident C'est ça, en sur eux. partie. Mhm. Et puis une propagande de Occidentale. gouvernement britannique ou des Occidentaux pour dire regardez ces Chinois comme ils sont inférieurs, ils peuvent pas se contrôler. Et en fait, Oui, les, oui, en oui, fait oui. les deux, deux sont revendus, la sont Chine s'est synergie, servi ouais. de ça pour dire regardez, ils ont détruit notre peuple. Ouais. Et l'Occident s'en servait pour dire regardez, ils sont tombés dedans, ils sont Ouais. misérables. Oui, mais- Ouais, c'est d'accord. Et le reste des intéressant. Chinois C'est qui étaient marrant. en mode quoi, l'opium Ouais. C'est quoi votre Un truc peu ça. Ou alors, c'est- ouais, on en prend de temps en temps, mais Ouais, ça mais va, oui, quoi, mais en fait. C'est Il y a vrai pas que de- les Anglais ont imposé aux Chinois d'écouler leur production d'opium. Ça, pour le Oui, coup, oui, c'est oui, vrai, oui. tu vois. Oui. Donc, vu qu'ils devaient écouler, il y en avait forcément des consommateurs, il y avait une base. Mm. Et on peut la calculer, non En fait, alors, très difficile pour le 19e siècle, Mm. en particulier en Chine. Bah oui, il Et, n'y avait pas de euh, recensement. Non, voilà. Mm. Et l'usage, c'est pas forcément le problème d'usage. Et ça, c'est vraiment un truc qui est essentiel dans mes recherches, c'est de dire, c'est pas parce que les gens consomment de l'opium qu'ils ont une addiction ou qu'ils ont un problème de santé avec cet usage. Peut-être il y avait des gens qui en consommaient de temps en temps et qui, du coup, ça allait, en fait. Mais parce qu'on a ça, oui, on sent peut-être tu voudras en reparler on plus va tard. en de ça. revenir là-dessus Oui, pardon, après, j'ai justement, fait sur un la question détour. des usages, c'est mais, bien qu'on fasse comme mais très ça. très vite quand même pour les définitions. Ouais. De quoi on parle exactement quand on parle de psychotrope Ouais. C'est quoi? C'est parce que ça a l'air d'un champ assez vaste, mais qu'est-ce qui rentre dedans? Enfin, c'est quoi exactement Ouais, on est super nul en français avec tous les termes là, donc c'est merci de refaire le point, j'avais déjà oublié. Moi, j'utilise jamais le mot drogue parce que je trouve que c'est stigmatisant. C'est en général la substance que les autres y consomment et ça recoupe en général les substances qui sont interdites. En fait, on a un mot très bien et neutre pour dire ça, c'est les stupéfiants. Il n'y a pas besoin de dire drogue. Ouais, vas-y. Mais tiens, désolé, je te coupe. Ouais, non, non. Juste, j'ai envie de te poser une question parce que j'ai écouté un truc ce matin et ça me fait penser à ça.
Quand est-ce qu'il y a une rupture avec l'usage du mot drogue en tant que médicament et drogue en tant que stupéfiant? Ça arrive vraiment à la fin du 19e siècle, au moment où se met en place la prohibition et l'idée pour le corps médical de dire il y a des substances qui sont utiles pour nous, qu'on utilise en médecine, qui sont utilisées en dehors d'un usage médical ou par un usage médical mais d'automédication. Et ça, il faut qu'on le contrôle. Il faut que ça soit que nous qui puissions les prescrire et les vendre. Il y a un intérêt vraiment économique là-dedans. Et donc, il va y avoir tout un imaginaire collectif qui va se diffuser progressivement pour faire croire que certaines substances sont extrêmement dangereuses. Et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir un décalage entre les deux. Et qui est toujours en anglais vraiment drug, et ça veut dire médicament et stupéfiant. Bah oui. Ouais. Parce que nous, on a moins. En France, t'as vraiment la drogue et les médicaments, quoi. Genre, Ouais. Bah avant non, parce qu'avant t'avais des drogueries. Oui, J'imagine qu'avant aujourd'hui, quoi. on y allait sans prescription, c'est-à-dire qu'une droguerie, globalement on disait j'ai ça. Alors la droguerie, c'est même pas vraiment un endroit où tu achètes des médicaments ou des drogues, des psychotropes. Mais par contre, tu pouvais acheter des psychotropes chez l'épicier ou tu pouvais acheter en gros dans les usines pharmaceutiques. Il y avait des prix pour les pharmaciens et des prix pour le grand public. Donc tu pouvais t'acheter 1 kilo de morphine si tu voulais en fait. Oh là là. Tu dis ça à 2 fans de placé, faut vraiment pas. Non. J'ai la salive. Et du coup, juste pour terminer, le mot neutre, c'est psychotrope, donc ça veut dire toutes les substances qui modifient l'état de conscience, l'humeur, le comportement. Et donc là, c'est une catégorie très vaste qui va du café jusqu'à l'alcool, le tabac, les substances légales, à l'héroïne, le cannabis, etc. Donc moi, je parle toujours que de psychotropes. Et toi, dans ce que tu étudies, parce que vu que c'est un champ assez vaste, est-ce que tu es un peu exhaustif dans tes recherches ou est-ce que tu te concentres sur certaines substances? J'essaye de travailler un peu sur toutes les substances parce que moi, c'est vraiment, ça m'intéresse, toutes les substances. Mais pour ma thèse, j'ai fait spécifiquement morphine, cocaïne et LSD. Donc je les ai pris en tant que médicaments et j'ai retracé toute leur histoire. À partir du moment où ces substances, elles sont découvertes et elles permettent des évolutions dans la médecine. Pourquoi est-ce qu'à un moment on arrête de les employer en tant que médicaments et qu'est-ce qui fait qu'à une période plus récente on les réhabilite parfois ou pas. Donc la cocaïne par exemple c'est toujours dans la pharmacopée, c'est toujours un médicament, on produit toujours des médicaments à base de cocaïne aujourd'hui. Ça on oublie. Genre parce que tu vois sur la morphine c'est connu mais c'est vrai que la cocaïne c'est dans des médicaments qui servent à quoi? C'est plusieurs types de médicaments, donc la cocaïne c'est un antalgique, ça reste un antalgique, c'est utilisé dans des gouttes, dans des collyres par exemple pour les yeux et c'est aussi l'une des seules substances qui permet de découvrir un syndrome de l'œil. Il y a d'autres substances qui permettent de le faire mais qui sont plus toxiques que la cocaïne, donc on continue à l'utiliser pour ça par exemple. Mais oui, parce que c'est aussi un truc que tu mentionnes dans une de tes vidéos, c'est que et ça m'a choqué, mais que tous les psychotropes ont eu d'abord un usage médical, genre tous. Ouais. Tous Christine quoi, genre. Donc toutes les drogues que vous connaissez ont été à l'origine des médicaments. Et moi c'est ça qui a fait que j'ai voulu travailler aussi sur ce sujet-là, c'est que c'est incroyable comme information en fait. C'est tout l'inverse de nos représentations actuelles. Donc les substances qu'on nous présente comme les plus dangereuses, celles qui vont nous rendre malades, nous rendre fous, nous tuer, en fait, à l'origine, c'était des substances positives qui allaient nous guérir, qui allaient nous faire du bien. Donc toutes les drogues classiques, morphine, cocaïne, LSD, cannabis, alcool aussi, c'était des médicaments à l'origine. Et après, à partir du crack, à partir des années 80 en particulier, toutes les substances qui arrivent là, donc les nouveaux produits de synthèse notamment. Oui, justement. Les gens, ils demandent pour le 2CB, MDMA. Donc la MDMA, c'est encore dans la période où c'est un médicament à l'origine. Ah ouais, d'accord. Complètement. La MDMA, c'est un vieux produit, c'est découvert en 1912 à l'origine, mais on s'en sert pas. Ça reste un. Mais ça, c'est des amphétamines? Ouais. Ça va, ok. Donc pour faire la guerre, j'imagine? Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Ça n'a pas du tout été utilisé. En fait, il y a plein d'amphétamines qui ont été utilisées pendant la Seconde Guerre mondiale, mais pas la MDMA. Et c'est seulement dans les années 70 qu'on va la redécouvrir. C'est horrible, ça veut dire qu'il y a plein de clichés associés à des drogues. Tu vois, moi je pense amphétamine, comme tu vois, je te pense Première, Seconde Guerre mondiale, t'es en mode merde. Genre chaque drogue avec son lot de clichés et tout, ça doit être horrible à chaque fois. Non, c'est très bien qu'il y ait ces clichés-là. Enfin, tu vois, qu'on les fasse sortir et que je puisse aussi les expliquer. Donc n'hésite pas... Je te connais bien, donc n'hésite pas à dire des trucs et te sens pas mal. Je suis là pour ça, en fait. Et du coup, l'usage de la MDMA, c'était quoi? Alors, la MDMA, c'est utilisé dans le cadre de la psychothérapie parce que ça va faire remonter à la mémoire plein de souvenirs un trop peu... stylé. Déjà, du coup, il y avait déjà cette réflexion d'aller chercher dans le subconscient des gens. Oui. Alors là, c'est assez récent parce que du coup, la MD, quand elle commence à être un médicament, c'est dans les années 70. Ok. Donc en fait, elle arrive à un moment où le LSD, la psilocybine et la mescaline viennent d'être interdits. Donc on ne peut plus faire ce type de recherche avec ces produits-là.
Et la MDMA arrive pour remplacer en supplanter, fait. ouais, Donc ouais. les médecins qui utilisaient le LSD vont se mettre à utiliser l'AMD. Ok. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'ils ont eu cette expérience de la prohibition avec le LSD. Donc ils vont pas publier, ils vont cacher leurs recherches Ok, parce pour que. rester, ils disent, en dehors des radars de la prohibition. Mmh. Donc il y a très peu d'études qui sont Ok, publiées à d'accord. ce moment-là sur l'AMD. Putain, trop stylé. Ouais, et ils vont militer, hein, ils vont vraiment se mettre en coalition au moment où aux États-Unis ils disent il faut qu'on interdise et tout. Ils se mettent ensemble en disant c'est pas possible, c'est un médicament super efficace dans la psychothérapie et malheureusement ça va quand même leur être interdit. Et moi, j'ai envie de poser ma question. Vas-y. Bref. vas-y. Mais parce que tu as fait de l'histoire contemporaine, mais du coup, c'est peut-être complètement hors sujet. Mais moi, ça me fascine un peu cette idée de l'humanité, c'était des immenses drogués. Ouais. Et en fait, on a juste pris des champis pendant des milliers et des milliers d'années. Et c'est pour ça qu'on a un rapport aux drogues. Alors ça on sait pas. Ça, on sait pas. Ça, on peut pas le dire. Donc, moi, je suis historienne contemporaine, mais comme disait Cassandre, Ah oui. en fait, je m'intéresse à plein de trucs et je remonte jusqu'à la il y a des préhistoire. racines plus anciennes. Parce qu'en fait, on est tellement peu d'historiens que il faut connaître un peu toutes les périodes. Donc, les origines de l'usage de psychotropes, c'est impossible à dater pour l'instant. Parce que comme c'est des trucs qui sont issus des plantes et des champignons, on n'a pas de traces très anciennes, c'est périssable. Et puis même, tu peux savoir si la plante a été utilisée, mais tu sais pas de quelle façon, C'est ça. Tu peut-être retrouves qui crée des effets ou pas. Quoi. Donc, Oui, on est- entre nous, ils faisaient des moutons chelous sur les murs. Ils étaient tous non, défoncés, il ces est gens-là. fort possible qu'il y ait eu des usages anciens, mais tu vois, scientifiquement, on ne peut pas le démontrer. Mm. On peut le démontrer que pour quelques centaines, voire quelques milliers d'années au maximum, en particulier pour les psychédéliques. Mmh. Il y a beaucoup de mythes qui disent que c'est la prise de champignons, par exemple, c'est le chaînon manquant entre le singe et l'être humain. Ouais. Donc un singe qui Bah oui. prend des champis et qui se dit tout à coup, putain, mais qu'est-ce que je fous là? prend Qui je conscience suis de lui-même. Voilà, Ok, c'est ça. d'accord. En gros, que Bah oui. t'acquiers la conscience par les. C'est la ça. meilleure théorie, ça. incroyable. C'est une super théorie qui est hyper intéressante, qui permet de faire plein d'hypothèses de pensée et tout. Mais il n'y a pas de trace dans notre ADN de ça. Pendant que Donc, Marx il dit que c'est grâce au travail, franchement, est-ce que- c'est plus sexy la drogue. Hein. Je préfère Est-ce que cette si je théorie. donne du L'opposition entre les LSD à mon Marx chat et- plusieurs années, il va me parler? Il y a peu de chance. Putain. Il y a peu de chance. Par contre, ça peut lui. S'il est anxieux, il y a des recherches sur l'anxiété avec les psychédéliques des animaux. Ah ouais. Pour réduire. Alors moi, psychédélique. Ne faites pas ça. Ne donnez Oui, pas. parce que moi, c'est le truc de faut pas toucher des chiens en teuf quand t'as Non, pris du alors ça LSD aussi, parce c'est que pareil, sinon ils c'est sont sous LSD. Et légende malheureusement, urbaine. ça arrivait plusieurs fois et ça a l'air Légende horrible. Oui, oui, complètement. Tu Ah, peux c'est une pas- légende Tu peux pas urbaine. transmettre le LSD par la Non, transpiration. c'est pas Mais c'est transdermique. complètement con. Et en embrassant, oui. Non, même pas, c'est vrai, c'est vraiment trop infime. Par contre, c'est vrai Ah que oui, les animaux, ils réagissent différemment aux Ok. humains quand ils ont pris des prods, Mm. et en particulier des psychédéliques, parce qu'ils voient qu'on est très différent dans notre langage corporel. Oui. Donc c'est pour ça qu'il y a ces légendes urbaines. Mais en Ah, fait, parce qu'en fait, les chiens changent d'attitude parce que t'es ouais. fonce-dé et les Ouais. gens ont l'impression qu'il est Incroyable, fonce-dé. c'est incroyable. ça, Ils sont ouais, des le cons truc. en fait, littéralement. J'aime ils beaucoup l'idée. voient en tu tout vois, cas qu'on genre. est différents. Quoi. Je sais pas s'ils nous prennent pour des cons Oui, plus que pardon. d'habitude, mais Non, mais c'est surtout Pardon. c'est à quel point eux sont sensibles au Ouais. moindre détail de Ouais. posture, de comment tu bouges. Oui, et c'est tout. vrai, c'est vrai, c'est Alors vrai. que toi, c'est tu vrai. fais pas attention à ça. Tu le prends pour un con, justement, le chien, toi. oui. Oui, c'est peut-être ça le problème. Ouais. Manque d'humilité face aux animaux. Mais du coup, tu t'intéresses à la médecine et moi j'avais une question, c'est comment ça passe dans la consommation populaire. Mais en vrai, tu as un peu répondu avec le fait qu'on pouvait littéralement acheter des kilos de morphine. Ouais, mais du gratos. coup, les, Mais comment ça ouais. se transforme en une consommation récréative et non plus est-ce que directement, quand c'était en médicament, les gens ont très vite compris qu'ils pouvaient s'amuser avec ça ou pas? En fait, on ne peut pas distinguer les usages, c'est ce Ouais. qu'a dit Cassandre tout à l'heure. Mm. Les usages de psychotropes, ils sont toujours divers. Donc, on ne peut pas dire c'est un usage médical ou c'est un usage récréatif. Et en plus, cette distinction, elle intervient vraiment à la fin du 19e siècle, toujours avec cette idée de prohibition. Oui, puis en plus, j'ai un peu l'impression que ça donne l'impression c'est le cliché de un médicament, si c'est dégueulasse, c'est que ça agit bien et t'es pas censé prendre du plaisir à te soigner. ouais. tu vois. Le Ouais. plaisir, il est central. Ouais. Mais jusqu'à la fin du 19e siècle, c'est pas une question. Donc, une substance qui te fait rire, qui te détend, qui fait que tu es bien, c'est déjà un médicament. Donc la distinction récréatif-médicale jusqu'au 19e siècle, elle n'existe pas. Et dans toutes les époques précédentes, tu peux avoir ton chaman ou ton médecin qui te donne une substance, donc là c'est un usage médical, mais tu peux du coup te rendre compte que c'est sympa pour faire des expériences ou pour faire la fête, et donc tu vas continuer à utiliser ces substances pour d'autres usages. Donc en fait les usages ils sont toujours multiples. Il n'y a pas les usages médicaux qui vont donner lieu à des usages thérapeutiques, à des usages festifs. Et parfois, c'est l'inverse. Hein. Dans le sida, par exemple, dans l'épidémie de sida, c'est les malades atteints du sida qui fumaient du cannabis par ailleurs. Ah oui. Pas du tout pour les propriétés thérapeutiques, parce que c'était complètement oublié que le cannabis avait des propriétés thérapeutiques, mais qui voyaient que ça avait un effet sur leurs symptômes et qu'on militait pour qu'on refasse des recherches. Donc c'est grâce à eux que dans les années 80, il y a eu bravo les les premières LGBT, études. C'était la scène de fin de Oui. Pride Oui, dans où Pride. il y a un des personnages qui est séropositif. C'est l'un des le plus premiers
vieux de la bande. Un des Et c'est premiers séropos c'est ça. dans les. À un moment, il dit ouais, au début, Britanniques. au début, enfin en mode oui, Genre on dans donne les des 10 matricules. premiers cas trouvés. C'est ça, en gros, il dit ouais, on donnait des matricules etc. Il dit moi j'étais genre 5e ou 10e, un truc comme ça. Et en fait, tu le vois tout le temps fumer son joint, etc. Et à la fin, parce qu'en fait, donc t'as Mark Ashton qui meurt du sida et lui qui survit et Mais il a sait vécu toujours jusqu'à pas, il est en mode 80 ans. bon bah Ah ouais. tant que je fume et ouais il a vécu Et 40 ans, lui c'est ce qu'il disait à tout le monde. Il disait c'est parce que je fume il était persuadé que l'être le premier, d'être dans les premiers détectés qui avait survécu à tous ses amis, lui il est persuadé parce qu'il fumait tout le temps de la weed. Ah, Et il en est super persuadé que c'est ça qui l'a N'importe sauvé. quoi. Bob Marley, il est mort jeune. Hein. Mais Bob Marley il est mort parce qu'il s'est pas soigné, il a eu intéressant. Septicémie. oui, ou- septicémie, ça n'a rien à voir. Ah, je connais dans. Il est pas mort du l'album, sida. là, Oui, ok, ouais. c'est ça, exactement. Mais du coup, ça a été. C'est marrant parce que sur par rapport au VIH, au sida, c'est pas seulement une aide, parce que les gens ont l'impression que le cannabis, c'est un antidouleur. Tu sais, ils voient pas ça comme un truc qui pourrait, entre guillemets, vraiment soigner, qui serait plutôt une sorte de palliatif, ouais. de soins palliatifs antidouleur, mais ça pourrait même être un truc qui va un peu plus loin que ça, quoi. Alors là, pour le coup, tu m'en demandes beaucoup trop parce que je ne sais Ouais. pas où en sont les études actuelles. Mais oui, il y a eu plein de moments dans l'histoire où le cannabis était utilisé pour guérir des maladies concrètement. Ouais, directement. Je ne sais Ouais. pas où on en est maintenant dans la recherche. Et est-ce que c'est vrai tout le truc, le mythe autour du clan Hachachine Non, ça c'est. Alors, tu veux qu'on y aille Comme quoi Tu veux ils qu'on ont parle de ça inventé. Attends, c'est quoi Le club des Hachichins. Oui, bah, en gros, c'est une fameuse légende selon laquelle Mot assassin. oui, voilà, ça vient d'un clan d'assassins Les Hachishines. et ça a donné Hachishine, le hashish. Et en fait, ils prenaient ça pour se préparer à commettre un meurtre et tout. Enfin, c'est une légende comme Ouais, ça. c'est une légende aussi. Oui. Donc le mot assassin ne vient pas de hachichin. C'est une étymologie qui est fausse, qui a été créée au tout début du 19e siècle dans une dimension vraiment colonialiste, raciale, pour Dans le dire cadre de l'orientalisme, un peu. exactement, pour dire c'est sauvage, quand ils consomment cette substance, ils deviennent fous dangereux. Ok, d'accord. Ça a vraiment été créé pour ça. Et ça a été déconstruit dans les années 60. Mais il y a toujours, tu trouves dans tous Ce qui les est marrant, c'est sites qu'il y sur a le encore une cannabis, fois on un truc retrouve de ça. propagande comme l'herbe bleue. Nous, on trouvait ça ultra stylé. Ce qui est marrant, c'est que c'était le truc de vraiment de l'imaginaire Assassin's Creed / fumeur de joint. Tu vois, genre dans la tête, ça faisait un truc Oui, de oui, oui, carrément. les mecs un peu espions et qui en même temps se droguaient et qui étaient un peu stylés. Et genre leur truc de propagande, des fois, ils se retournent contre eux de manière un peu Oui, oui, bizarre, oui. quoi. Genre c'est. Mais du coup, donc il y a cette secte-là, et après, dans les années 1840, il y a le club des Hachichins, qui là, du coup, c'est autre chose, mais c'est un groupe d'intellectuels, de scientifiques, d'artistes qui se réunissaient pour prendre du cannabis et de Oui, l'opium. la seule chose qui tuait, c'est le temps, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que par rapport au cannabis, c'est qu'il y a des représentants. Tu vois, tu parles du côté colonialiste, un peu les sauvages qui se droguent, mais ça a très souvent été parce que on a beaucoup la répression sur la vente de drogue aujourd'hui, qui est aussi un outil de guerre raciale, quoi. Et à l'époque, la consommation aussi beaucoup. Parce que tu as les vieux films de propagande, je pense que c'est plus années 50-60, où c'est vraiment les Noirs fument et vont agresser les meufs dans la rue, et tu as vraiment des vidéos de propagande où Ouais. tu as un homme noir qui fume et qui du coup ça le rend fou et du coup il va puis, essayer d'agresser quelqu'un. Et ça, c'est etc. réutilisé pour chaque Ouais. substance. En fait, tu as les mêmes mythes sur la cocaïne après. Aujourd'hui, la drogue du zombie, c'est un petit peu la même chose. C'est les migrants qui prennent des substances Oui, qui vont c'est les vrai. rendre fous. Oui. Ouais, ouais. On a des cycles comme ça avec Alors chaque que- nouvelle Et substance. puis même dans la propagande coloniale, tu avais les fumeurs de kiff qui étaient présentés comme la preuve que les Arabes sont indolents Ouais. et flemmards et que du coup il faut qu'on les domine, etc. Enfin, t'avais aussi. Alors que la crise des opioïdes actuellement aux États-Unis, elle a été fabriquée. Enfin, je ne sais pas si elle a été fabriquée de toutes pièces ou plus par effet collatéral par l'industrie pharmaceutique. Le Je sais pas fentanyl, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, ils ont, je crois, tu peux Oui, me oui, corriger, non. ils ont surprescrit des opioïdes pour tout et rien avec des médecins des hôpitaux. Et en fait, les gens se sont retrouvés accros à la substance. Et une fois qu'on leur propose ça dans la rue, on leur dit c'est à peu près le même effet, ils ont pris. Et, enfin, Ouais, mais en fait, les médecins, au bout d'un moment, quand ils voient que leur patient devient dépendant, ils arrêtent d'en prescrire ou ils limitent les doses. Sauf que les patients, ils ont besoin d'augmenter. Et c'est là qu'ils se tournent vers le marché noir, avec des substances qui ne sont pas pures, avec une qualité variable. C'est là qu'il y a les overdoses qui arrivent. Donc, ouais, c'est un vrai scandale sanitaire énorme. Hein. ouais. Je sais plus combien de centaines de milliers de personnes sont décédées en Amérique du Nord à Oui, cause de ça. c'est fou. C'est ça. Alors que si il y avait un accès facilité à la substance avec de la formation et de l'apprentissage des manières de se droguer, que ce soit au niveau dosage, Tester que aussi ce soit de sa comment dose, ouais.
drogue Ouais. testée, en fait, les gens pourraient se droguer et ne pas en mourir ou ne pas autant en mourir, quoi. Bah, c'est ce Et qui c'est se ça, le passait paradoxe, quoi. au 19e siècle, quand on pouvait acheter 1 kilo de morphine là, Oui. en gros dans les usines pharmaceutiques. En fait, il y a très peu de décès. Parce que les gens qui font ça, qui s'achètent 1 kilo, soit c'est pour leur usage médical, et du coup là ils se renseignent et ils font une automédication qui est maîtrisée, soit si c'est vraiment pour d'un côté festif, récréatif, bah, c'est pareil en fait, ils maîtrisent leur consommation, ils arrivent à ne pas augmenter les doses. Moi j'ai plein d'archives qui montrent ça, qui montrent des gens qui se renseignent sur les substances qu'ils consomment. La substance elle est toujours pure puisqu'ils l'achètent chez le pharmacien. Donc, il n'y a pas de risque de faire des overdoses. L'overdose, les gens, ils ne veulent pas mourir quand ils consomment de l'héro ou de la morphine. Hein. L'overdose, elle vient parce qu'il y a la prohibition qui fait que les dealers, ils ne savent pas ce qu'ils vendent et que des fois, l'héroïne, elle est pure à 30%, des fois, elle est pure à 40%. Bah, ce décalage fait qu'il y a une overdose qui Ouais, intervient. c'est ça. Donc, en fait, la prohibition produit La beaucoup plus de prohibition morts. tue. La prohibition tue. Ouais, Il faut vraiment le dire et le répéter. Et elle paupérise, elle marginalise, elle stigmatise les gens. C'est un scandale aussi économique. Ça ne marche pas. La prohibition n'a aucun intérêt. Et elle est dangereuse. C'est la prohibition qui rend les substances dangereuses. Ouais, parce qu'on n'imagine pas peut-être que sur les questions de l'usage, peut-être tu voulais pas aller là-dessus tout de suite. Mais... De toute façon, on y reviendra quoi qu'il arrive après. Oui, parce qu'en fait, les gens n'imaginent pas le nombre d'usagers tout à fait en bonne santé et fonctionnels avec la drogue, parce qu'il y a un surfocus qui est logique aussi sur les consommations problématiques, donc sur la question des overdoses, des addictions pas maîtrisées, même de la question monétaire aussi, qui est une grosse question dans le fait de prendre des drogues illégales parce qu'elles coûtent cher, parce que c'est dur de s'en procurer, etc. Du coup, il y a un surfocus sur ça et on oublie que des gens s'automédiquent avec diverses drogues, voire des drogues qui peuvent paraître très violentes et très dangereuses, et qu'en fait, ça se passe très bien dans leur vie et qu'ils en sont heureux, quoi. Et c'est un peu interdit de le dire parce que tout de suite, t'as l'impression qu'on encourage les gens à se droguer, alors que plus qu'encourager les gens à se droguer, c'est donner l'exemple que on peut bien se droguer et moins se mettre en danger et apprendre à soi à se droguer de manière moins dangereuse et surtout transmettre ce savoir aux autres, qui est le vrai truc, et permettre à d'autres gens de se droguer de manière beaucoup moins dangereuse. Et tu brises le tabou, tu crées la discussion. Enfin, voilà, quoi, il y a tout, il y a tout qui est... Mais ça, toi, à quel moment il y a un moment où les gens finissent, il y a la répression qui arrive. Est-ce que tu peux dater un moment où la question de la RDR, la question de revaloriser les drogués, est-ce que ça arrive un moment dans l'histoire? Je sais pas si ça se voit. La RDR, ça émerge vraiment dans les années 80 et c'est lié à l'épidémie de sida. C'est vraiment ce moment-là où tu as des groupes de patients qui vont se réunir et qui vont lire les études scientifiques, vraiment le même processus que pour les malades du sida qui se renseignent sur les médicaments. Tu as ceux qui sont injecteurs notamment de produits qui vont réaliser des contenus de réduction des risques pour la première fois, spécifiquement pour les injections. Et puis, y compris chez les malades du sida, tu as aussi une grosse question de l'interaction des médicaments antirétroviraux avec leur drogue. Avec leur drogue. On voit même avec les hormones pour les personnes trans. Dans 120 battements par minute, ils sont en mode, mais qu'est-ce que ça fait quand je prends des tases? Parce qu'en fait, il y a aussi une population homosexuelle qui fait beaucoup la fête, qui se drogue, et où personne ne veut faire des recherches pour leur dire qu'est-ce qui va leur arriver. C'est le mélange de médicaments avec les drogues récréatives qu'ils prennent, et ils sont obligés de faire un peu de l'auto-recherche empirique, quoi. Et qui se mélange avec tous les débats sur la question des distributeurs de capotes dans les lycées, par exemple, où, de la même façon, quand tu donnes accès à la protection, du coup, tu es accusé d'inciter les jeunes à faire du sexe, etc. Donc, c'est vraiment, il y a des champs qui sont assez similaires là-dessus, quoi. Et juste pour revenir sur l'usage non problématique, du coup, on estime qu'il y a environ 87% des usagers, toutes substances confondues, qui n'ont pas de problème avec leur consommation. Ça, c'est quand même un chiffre incroyable. 87%. C'est l'ONU qui le dit, c'est pas moi, c'est Non, l'ONU. mais comme quoi, le terme drogué, il renvoie tout de suite à un aspect négatif, tu vois, de l'addiction, de la souffrance liée à l'addiction, alors que... Dinguerie, je savais pas. 87, c'est incroyable. C'est énorme. C'est incroyable. C'est énorme. Moi, j'ai envie de te demander... À chaque question, tu es en mode... Oui, j'ai peur de ne pas suivre un plan, je suis un peu en mode touriste. Non, mais t'inquiète, discussion, on est je suis le maître des... Mais de toute façon, c'est bon, c'est une discussion, ça Tu as va. le droit. Il n'y a plus de carton rouge, là. Qu'est-ce que tu penses de Requiem for a Dream? Est-ce que tu... Oh, j'allais en parler, trop. J'allais en Oh parler. là là, je l'ai vu il y a longtemps, ce film. Un film terrorisant, moi, quand je l'ai vu, il m'a fait peur, terrorisé. c'est clair. Puis surtout, ce que je trouve fou, c'est qu'il sort du sujet de ce qu'on conçoit comme drogue avec la mamie, justement, qui est justement omnibulée par sa télé et tout. Et limite, c'est ça le pire, tu vois, c'est qu'il y a le côté des héroïnomanes, on va dire, entre guillemets.
et justement des gens qui se prennent pas de drogueraient, tu l'héroïne, vois, oui. avec la télé, à travers la propagande. Le Comment fact-checker de Il a dit quoi Ils prennent pas de l'héroïne dedans. Pas de l'héros pour moi. C'est quoi? Je pense Oula, qu'ils s'injectent de la coke, moi. Ou alors Comme c'est tu l'as- vraiment la comme tu l'as représentation testé. de la merde. Ben non, mais parce que les pupilles elles s'ouvrent. Et Ah, ça fait l'héroïne, pas ça, fait ok. des têtes d'épingle. Ok. Non, Genre, vas-y. tu ne sais pas, fils Une de tête pute. d'épingle, genre, t'as Ça le des, chien, t'as des ouais. yeux de chat sous zéro. Ça réduit la pupille, elle devient toute petite. Ah, mais comme une chèvre ou un chat? Les chèvres, c'est très grand. Non, les chèvres, c'est surtout horizontal. Ouais, non, là, ça reste rond. Ah, c'est rond, mais tout petit. Rond et tout petit. Ah ouais. Même s'il y a. Même s'il y a pas beaucoup de lumière. Bon, allez vous faire enculer. Non, mais c'est vrai, t'as raison, mais vas-y, pardon, Tu c'est pas transformes, de genre comme dans Pardon. le Witcher, quoi. Ouais, C'est voilà. Incroyable. C'est ça, exactement. Mm. Exactement. Mais du coup, mais parce que moi, en vrai, bah, après, tu te rappelles pas très bien, mais pour moi, ce film, c'est une catastrophe. Oui, Je je me comprends. rappelle un peu comme ça. C'est ça, parce que tu vois, par exemple, le mec qui se drogue, je m'en fous, je spoil, il s'injecte dans la même veine, Oui, en dans le même permanence, trou. c'est vrai. et le mec, il a un cratère purulent. Mais justement, au Et film. tu le vois s'injecter tout le temps. Mais je suis désolé. Les guides ne passent Même pas. les gens, moi, quand je m'injectais des trucs, j'étais vraiment crado. Jamais tu fais. En fait, je trouve c'est vraiment le cliché de Oui, la la caricature. c'est vision l'outrance, catastrophique ouais. de la drogue hyper violente, Ouais. qui va très très loin et qui, par exemple, pour moi, ça c'est de la très mauvaise prévention parce que quand tu Ouais. découvres la drogue, Tu te comme rends tu compte ne que vis c'est pas rien de ça, Ouais. eh ben tu te méfies plus. Et C'est- qu'en fait, c'est ça a un effet l'enfer, ouais. délétère, quoi. C'est que, Ouais. ah, mais en fait, tout était faux. Ils en ont rajouté. Et du coup, c'est là que Donc, je peux presque augmenter tu peux, mes doses et m'en battre voilà, les couilles, que tu quoi. peux Ouais, avoir ouais. des consommations plus problématiques parce que tu te dis que toutes les représentations Oui, culturelles voilà, tant que que tu as t'en eues, viens pas à vendre tout ton mobilier ou à te Ça prostituer pour limite- payer ta drogue. ça limite, moi je trouve que le truc le plus réaliste, Ah oui, c'est- d'aller ok. vendre des trucs et de Oui, faire des bah, c'est- kilomètres. Des ça, je trouve GPS que ça, au c'était foyer. vraiment Des ma GPS réaliste, vendus au oui, foyer oui. pour acheter une barrette, t'inquiète. Ouais, de fou, c'est ça. Mais moi je trouve même, tu vois, tu parlais de la daronne, le truc de la télé, mettre le parallèle, moi je trouve que c'est limite le truc le plus intéressant du film, tu vois, de voir que de mettre sur le même plan le coupe-faim, les enfêtes qu'elle prend en coupe-faim et oui, la c'est consommation vrai. de son fils. Je trouve que ça, c'était intéressant de montrer tu vois, que il y a les vrais drogués, comme vous imaginez, il y a aussi des drogués qui s'ignorent. Ça, c'était cool. Mais toi, même les représentations dans la culture de la drogue, je sais pas si toi, tu travailles aussi C'est un peu là-dessus. moins, non, c'est un Ouais, peu c'est moins moins ce ton sur quoi sujet. je travaille. Ouais, moi, c'est vraiment les représentations des médecins. Ok. Et après, de temps en temps, sporadiquement, je travaille sur des trucs un peu plus culturels, mais c'est moins mon domaine. Oui, parce que précis. tu t'intéresses aussi à. Et ça, c'était les traits qui m'intéressaient le plus, parce qu'en plus, ça parlait d'Anaïs Nin, qui est une de mes autrices préférées. Mais tu t'intéresses aussi comment les artistes, les auteurs, les autrices, les poètes, etc., rendent compte de leur expérience. Du coup, c'est par quel angle que tu prends ça et qu'est-ce qui t'intéresse exactement dans les récits d'expérience aussi des artistes? Alors, ce qui est très intéressant avec les psychotropes, c'est que comme nous, on a eu la période de l'Église chrétienne qui nous a interdit complètement en tant que culture d'utiliser ces substances, on n'a pas développé de vocabulaire pour décrire les expériences psychotropes. Contrairement à plein d'autres cultures à travers le monde qui ont tout un imaginaire qui leur permet de vraiment décrire précisément. De Et- penser les altérations. C'est ça. Ok. Ouais. Et au 19e siècle, il y a un médecin français qui s'appelle Moreau de Tours, qui lui, il utilise le datura. Donc c'est un délirogène. Le datura, c'est pas comme un psychédélique. Tu as vraiment du délire. Et du cannabis. Il utilise ces deux substances-là. Et ce qu'il explique, c'est que l'expérience psychotrope, elle est ineffable. Ça veut dire qu'on peut pas la retranscrire par des mots. Et à partir de ce moment-là où ce mec dit ça, lui-même et plein d'autres, vont essayer de développer le vocabulaire qui est disponible pour en Enfin, c'est parler. là que tu vois que le langage peut changer. Enfin, j'y avais jamais pensé, mais c'est vrai, quoi. Bah, du coup, lui, il organise le club des hachichins dont j'ai parlé tout à l'heure, là, Ok, donc où, c'était ça. en fait, il se rend compte que, bon, lui, il prend du cannabis, il essaye de décrire son expérience, mais il voit qu'en tant que psychiatre, ça le limite dans les interprétations qu'il peut avoir de l'expérience. Donc, il va organiser ce club pour en donner à des artistes, à des intellectuels, à d'autres scientifiques, pour enrichir le vocabulaire. Et ça, c'est quelque chose qui va durer jusqu'au LSD, en fait. Donc, Anaïs Nin, c'est ça aussi. Elle va chez un psychiatre qui essaye d'avoir le maximum de retour sur l'expérience au LSD. Et elle va prendre du LSD chez un psychiatre en 1955 et donc documenter vraiment précisément les effets qu'elle ressent. Oui, en plus, elle, comme elle tenait, pour les gens qui ne savent pas dans le chat, en gros, elle, c'était une autrice qui tenait des journaux intimes et en fait assez précis, assez détaillés sur sa vie, qui ont été publiés. Hein, si ça vous Elle a intéresse, vous pouvez les Michto lire. Henri Miller, c'est une gote. Oui. Enfin, elle a Michto, il est pas trop la thune non plus. Elle a Michto, un banquier.
Ah oui, Mais c'est c'était banquier, plutôt elle, pardon. la momie de Henry Miller, on va dire, au niveau de la Elle team. était fait michto par Henry Miller. Mais bref. Et justement, du coup, elle décrit ça aussi assez fidèlement. Du coup, t'as trouvé dans les. Ouais, en fait, je te disais tout à l'heure, Ouais. j'ai les archives, moi, de Anaïs Nin qui écrit juste après l'expérience ce qu'elle a ressenti. Et en fait, dans son journal, c'est exactement les mêmes mots. Tout est réutilisé exactement pareil. Ça, c'est hyper intéressant. Ouais. Ça veut dire qu'elle n'a pas du tout retravaillé. Est-ce qu'il y a des mots qui ont apparu dans le club des Achichines ou elle, qui sont rentrés dans le langage ensuite, qui n'existaient pas avant? Oh, Je c'est sais une pas bonne si- question, ça. Ouais. Tu vois, genre, parce que par exemple, là, tu vois, genre, les termes genre défoncé, enfin, tu vois, tous les termes qu'on a aujourd'hui pour parler de même Bah, le les états de flash. conscience modifiée. Je pense ouais. que ça vient, tu vois, le flash Ouais, il y a plein de mots qui l'injection, viennent des je pense que ça psychonautes, vient, hein. ça vient plutôt peut-être des anglo-saxons, je crois. Enfin, même, je sais que toute la période un peu Burroughs, littérature, il y a beaucoup de mots et de concepts qui viennent aussi de ça, de représentation, comme sur l'héroïne, le singe sur l'épaule. Hmm. Ça a été beaucoup, c'est un truc qui se disait dans les milieux un peu sur l'addiction, le singe qui te murmure, mais ça vient d'un autre truc avant, mais c'est Burroughs qui l'a popularisé. Enfin, C'est un des alcooliques, non? je sais Ça, plus, crois que je c'est sais un- plus, j'ai pas envie de c'est un dire de rapport avec conneries. l'alcool. Et Mais, même aujourd'hui, en fait, même maintenant, les trip reports sur les forums dans lesquels les psychonautes viennent raconter leurs expériences, il y a des scientifiques qui vont sur ces trip reports pour récupérer les concepts ou les mots ou les expressions qu'ils utilisent, parce que ça permet de développer les connaissances qu'on a. Je, sais pas, je donne toujours cet exemple, mais l'after effect, donc le fait que quand tu fais ça sous psychédélique, tu as ta main qui fait tout Ouais. comme ça. Bah, ce terme-là, il vient pas de. C'est pas les scientifiques qui l'ont inventé, ils ont été le chercher dans les l'after trip reports. Oui. Quand t'as une coulée Ouais, ça fait une sous traînée. champi. Comme quand Windows Sous ça bug la psychédélique. fenêtre. Ouais, Oui. c'est ça. Et tu peux. Moi, je disais une traînée aquarelle. Et contrairement à ce qu'on Eh ben, croit. milite Mais- pour qu'on utilise ce terme-là. C'est ça. Dans les coulée. trip Moi, reports, utiliser mais c'est comme, traîner par exemple, aquarelle. Adobe là- a réutilisé ça pour les effets Il y a, je sais spéciaux. pas s'il y a un mot, parce que quand tu prends du LSD, notamment, je trouve en descendant le matin, tu as un peu une vision HD surdéfinie. Et je sais pas s'il y a un terme qui existe pour ça, les gens, si vous voulez inventer un De terme quoi pour ceux qui ont. Tu sais, descendre de LSD, tu sors de teuf le matin, tu as une vision un peu Incroyable. HD. High Oui, résolution, tu oui, vois ce que je veux dire? oui, oui. Tu sais, où les flaques et tout, il y a un truc où tu as l'impression. Oui, que c'est scintillant, je sais pas comment Ouais, dire, mais voilà, oui, non, mais tu sais, t'inquiète, t'as je vois. un petit glow. De Un- lumière. tu vois, Non, mais Un totalement, mode genre, Minecraft un peu trop LDLS. abusé. C'est un truc comme ça. Oui. Ouais, mais de fou, Et exactement. c'est pas les. Comment ça s'appelle dans les jeux vidéo quand tu sais, t'intensifies la lumière? Et- Les gamins. Ah, il y a le Non, mais- RTX. Ah, Oui, le je crois que c'est un truc. Oui, bon, bref. Mais Je pense ouais, que tu on vois. Bref, trouvera, on globalement. inventera un mot. On inventera un mot. Le rétrécissement. Le rétrécissement. Voilà, c'est Voilà, ça. le LSD, le matin, t'as un rétrécissement. Eh ben, utilisez très souvent ce terme-là et vous le verrez apparaître dans les études d'essai Les clinique, gens, c'est maintenant, sûr. on appelle ça le rétrécissement. Et moi j'ai une question. C'est mais- l'afterglow, apparemment. Ok. Ça me paraît. Mais je suis sûr, c'est peut-être. Ouais. Bon, bref. Moi j'ai une question, mais c'est pour un ami. Ah bon, hein. t'as une question? Ouais, j'ai une question, mais c'est pour un ami. Vas-y. Est-ce qu'on peut considérer que les crottes de nez c'est une drogue? Non, mais. Non. Bah, si. Alors, ça dépend comment tu le définis. Si drogue, ça veut dire qui est addictif ou si c'est qui produit des effets Bah, si psychotropes. mon ami ne peut Vas-y. pas se passer de en manger, genre à tel point que il potentiellement, genre, tu sais, genre après un Un certain ami qui effort, serait il à a- ta gauche. ouais, un ami qui, genre après un certain effort, voilà, il a besoin de sa dose tout de suite. Après, si ça peut devenir aussi une crotte de nez droguée si t'as passé ta Ouais. soirée à prendre de la drogue. Je pense que Nettoyez j'ai déjà mouché des Le grammes de pire. coke dans des mouchoirs, hein, tu vois. Genre, Ah les ouais. gens, Et puis Est-ce le que- pire, c'est que tu t'endors et tu te réveilles le lendemain et tu te rends compte que t'as de la Moi, les coke gens- que tu viens d'inspirer et du coup t'es reparti Moi, avec de la drogue. le matin. Bref, les gens pardon, partaient désolé. en soirée avec du Stérimar et. Oui, Voilà. faites ça Ah ouais, proprement. mais est-ce que Bah c'est oui. pas la récompense du matin? Je veux dire, t'as passé une bonne soirée, C'est comme quand tu trouves le Et là, billet de 5 euros dans ta poche et que tu l'avais Et oublié. tu rigoles. tu sors Tu ta crotte relis. de nez, mais ta Et- crotte de nez c'est un et- Ferrero Rocher Et chocolat moi, blanc. dans la restauration, moi, ça m'est déjà arrivé de faire des soirées de sous-coke après des services où on réenchaînait parce que tu vois, on finissait éclaté à Et tu mangeais dormir. tes crottes de nez pour Mais non, repartir. mais tu sais, je sais pas, tu vas prendre ta douche, tu renifles bêtement, je sais pas comment t'expliquer. Là, et t'as puis la tu te goutte rends- à nouveau, quoi. Exactement. Et en Ok. vrai, ça te sert un peu parce que voilà, quoi, t'as la tête cassée et t'es en mode. Mais surtout que. La coke qui va couper l'alcool, qui va. Mais la vérité, prendre- surtout que si vous prenez souvent de la Mais drogue bref, par de la drogue, Oui, voilà, par sniffée, le nez. nettoyez-vous le nez parce que. Et c'est avec important. du liquide, comment ça Avant s'appelle et après. Voilà, avant. Pourquoi et avant après. du coup Bah, Pour pour que que ta ça passe muqueuse, mieux. elle soit plus. Ah, ok. ça Enfin, adhère pas mieux. poreuse, mais. Ouais. Ok. C'est ça, Ok, exactement. ok.
Mais ça, c'est intéressant. Mais ça, c'est le. Mais vas-y, dis-moi. Non, la vas-y, plupart- continue, je veux pas te niquer le Continue. truc. Non, parce que si on part sur les trucs d'usage, ça va être. Non, mais Ça moi va être j'aimerais ça. bien que t'en parles parce que en fait j'avais pris une partie de l'interview que tu avais faite avec Mathieu Burgalassi pour les montrer à Ouais. mes étudiants parce que j'adorais le ping-pong qu'il y avait entre vous deux et il a supprimé la vidéo. Donc si tu peux refaire On reparle de une ça. partie de ton témoignage, Non, mais c'était parce trop bien. que. Parce que l'usage, tu vois, toi tu parles beaucoup de ton usage dans le travail pour dire moi en fait mes collègues de travail ils pensaient que j'étais défoncée quand j'étais en manque. Ouais. Mais ça c'est hyper intéressant en fait. Ton Ouais. témoignage, on trouve pas beaucoup de témoignages comme le tien, vraiment. T'es ouais. vraiment un vrai déglingo. Toi, t'as un vrai de vrai, justement, toi. Mais je te jure que. Pour de vrai, c'est hyper important pour les étudiants, mais même quand je donne des conférences et tout, d'avoir un visage qui dit moi j'ai consommé de l'héroïne, je le consommais parfois pour pouvoir travailler et ça me permettait de me maintenir dans un travail qui était aliénant. C'est tu ça, vois, mais ça, c'est réel. Mais c'est important cette mais parole. Ça, c'est vrai, mais c'est que surtout, en fait, c'est ça qui est dur à imaginer. C'est pour ça que je raconte souvent aux gens que je pense qu'ils connaissent beaucoup de gens qui se droguent et ils en ont aucune idée. C'est que, en fait, t'as. Pour Comme moi, pour les trans. je le voyais comme pour les trans. Je voyais, en fait, pour moi, t'as des paliers. Ça veut dire que tu avais des paliers de fonctionnalité en termes de quantité de drogue. Et en fait, quand tu prends beaucoup d'une drogue, moi, c'était l'héroïne, mais je pense que c'est vrai avec d'autres, tu as des quantités optimum pour lesquelles tu es fonctionnel. Et au-delà de ça, là, tu rentres dans le truc où c'est beaucoup, où ça te dépasse et où là, tu rentres dans le truc de la fonce D et du truc qui peut un peu te contrôler, te réduire ou je sais pas comment dire, tu vois. Et par exemple, l'héroïne, moi, je le vois, c'était vraiment au niveau dans le salariat, dans ma vie, quand je vendais des livres, etc. Et que surtout, j'ouvrais des cartons, parce que quand je bossais en c'était maison de surtout presse, ça, je ouais. passais des heures à travailler. C'était vraiment genre, j'arrivais le matin, j'allais, et c'est vraiment l'image la plus crado, hein, j'allais dans les toilettes du taf, je me faisais un fixe, parce que je me l'injectais, et c'était vraiment mon café du matin. Et j'en prenais, genre il y en avait un à 6h du matin, un après avoir mangé le midi, un dans l'après-midi, et ça faisait ma journée de travail avec des doses très précises qui me permettaient vraiment d'être hyper fonctionnel et surtout d'aimer ce que je faisais et qu'il y avait un truc où, par exemple, dans le fait des relations avec les gens où c'était hyper difficile, moi j'avais 17, 18 ans, 19 ans quand j'ai commencé à taffer, c'était pas possible d'avoir un contact humain sans ça. Ça déliait ma langue. Ça me permettait vraiment d'être plus efficace. Et c'était vraiment les moments où j'en avais pas, où là, mais ça, c'est le truc qui m'a toujours marqué. Le stigmate du drogué était sur moi au moment où je n'avais pas de drogue. C'est vraiment ça qui était un truc qui était un peu matrixant, quoi. C'était que j'étais la meilleure version de moi-même. La meilleure version de moi-même, c'était celle qui était droguée. Et la pire version de moi-même, c'était celle qui était en manque. Et je pense que le fait aussi d'avoir dû arrêter la drogue, moi, je sais qu'il y a eu la question économique. Parce qu'en fait, ça coûtait beaucoup trop cher de prendre un gramme d'héroïne par jour. Mais si tu le trouvais à 30, 35, 40 euros maximum par jour, quand t'as un SMIC, bon, bah voilà, quoi, je volais. C'est plus cher que le paquet de vendais clopes, des quoi. trucs, enfin, c'est pas possible, tu vois, beaucoup de vols, etc. Mais, et aussi, la qualité des drogues, c'est que, à un moment donné aussi, genre, c'est le problème de la stabilité, quoi. Ça veut dire que tu dois apprendre, quand tu achètes une nouvelle drogue, de la tester en très petite quantité pour voir ce qu'elle fait, et ça peut te mettre en danger, etc. Genre, c'était vraiment... c'est un travail de tous les jours, quoi, de devoir se fournir de la drogue au quotidien. Et en fait, les vrais problèmes que j'ai eus dans l'addiction à l'héroïne ne venaient pas directement de la consommation, venaient de tous les autour. C'est-à-dire qualité de la drogue, comment se la procurer, le fait de devoir se cacher, le stigmate, etc. Tu vois, genre, c'était vraiment ça. Genre, un meuche par jour, allez, 0,7 par jour. Il restait un petit peu pour le matin, mais bref. Genre, mais c'est un truc. Et surtout que, du coup, en dehors de l'héroïne en soi, je pense, moi, je le vois aujourd'hui avec le Subutex. Aujourd'hui, en fait, le Subutex est un peu devenu ce que je pensais que serait l'héroïne à l'époque, c'est-à-dire un médicament que je prends là, dans le mode de consommation normal, et qui me permet vraiment de fonctionner, et qui est, tu vois, c'est mon opiacé de tous les jours. Ça veut dire que et après, il y a aussi l'addiction, parce que je prends du Subutex, là, ça va faire 12, 13 ans, 14 ans que j'en prends tous les jours. Et je vois, si j'en prends pas, déjà, j'ai une crise de manque, je me sens mal. La première fois que je t'ai vu en crise de manque, j'étais en... Ah, c'est ça. Bah oui, d'accord. c'est ça, tu vois. Et pour moi, c'est l'héroïne prescrite que je prends
dans des dosages réguliers, sauf des fois je dérape un peu, mais vas-y. dépend du rarement, degré mais tu vois, il y a un d'anxiété du truc. Ouais, mais Et ça en fait fait, partie du truc. Tu vois, l'usage qui est pas problématique, moi, j'en suis vraiment un exemple, c'est que je prends tous les jours un truc, un psychotrope qui est assez puissant, et si les gens le provoquassent, je leur en donnerais, il se mettra à vomir et il se sentirait pas bien, tu vois, c'est juste que... et ça me met pas en danger. Tu vois, ça me met moins en danger que la clope ou des trucs. Et même tu les vois. périodes où tu en prends plus, où tu vois, où tu as un moment où tu as envie d'en avoir plus, ça ça. reste dans l'usage non problématique si après tu récupères une Bah, c'est ça. consommation maîtrisée. Exactement, c'est ça, Donc, c'est qu'il y a des fois où genre je vais en prendre un petit peu plus, mais le lendemain je reviens à la dose. Voilà. C'est juste que ce jour-là j'avais envie justement, on en revient à ce palier, c'est que là j'ai mon palier de fonctionnement qui est celui de tous les jours, et il y a le palier où j'ai envie d'être défoncé, là j'en prends un peu plus, et en fait tout ça c'est une négociation. Ouais. Et je pense que vu que c'est prescrit par un médecin dans des doses logiques, c'est ça qui fait que je pense que j'ai un rapport sain à ma prise d'opiacés, alors que je pense que si tu achètes des médicaments au marché noir que tu sais pas quoi foutre, c'est là que ça peut te dépasser, quoi. Tu vois, genre, parce que t'en as plus, donc quand t'en prends plus d'un coup, et du coup, et Tu que sais en jamais fait, dans quand ta tu tête, pourras en c'est ça, tu vois. ravoir, Alors que je ouais. pense que si t'avais ton truc, enfin, tu vois, je pense que créer de l'accessibilité et sortir du légalisme, c'est ce qui te permet d'avoir des consommations qui sont plus fonctionnelles et qui te mettent le moins en danger, tu vois. Non, moi, Genre, je suis en pour tout la cas, après- légalisation totale et on devrait toutes avoir les le droit. drogues. Ouais, on Mais ça, devrait c'est avoir le- le droit de. Et ça, on en d'utiliser. est tellement loin. Enfin, tu On en vois, est genre- très loin. Mais Et par à- exemple, en Suisse, ils prescrivent de l'héroïne. Bah Tu oui, peux c'est ça. aller te faire prescrire de l'héroïne, et au moins, ta substance, elle est toujours stable, Bah toujours oui, pure, en fait, et il n'y a tu- pas Ok. d'overdose et tout. Non, Oui. mais ça va. Mais c'est un super moyen de réduire, Oui, oui. comme le dit Laraz, en fait. Mais en Suisse, ils sont pas en avance sur la question de Ils drogue ont parce que une chaque... culture particulière en Ok. Suisse autour des prods, hein, parce que même sur le LSD, donc depuis 2014 en Suisse, ils peuvent faire des thérapies au LSD et à la MDMA, et Ok. depuis 2018 à la psilocybine. Donc la psilocybine, c'est les champignons hallucinogènes. Donc Et il y ça, a des c'est- centaines. En dehors de J'ai- ces cliniques, j'ai vu ils aussi- administrent vraiment la substance. Pardon. Et, non, mais justement, c'est un truc que tu étudies en ce moment. Justement, c'est un peu le truc dans lequel Enfin, tu Elias, c'est il a la. une question. Non, c'est pas grave. La- c'est pas grave. Vas-y, vas-y. Non, mais justement, ça va là-dedans, mais c'est sur la renaissance psychédélique. Justement, c'est quoi exactement le moment dans lequel on est en ce moment Elias, tu voulais dire quoi Ouais, toi Non, dans ta il y a question. aussi le cannabis aussi qui est pas mal, même qui est. Ils font des expérimentations là pour. En fait, ça marche par canton, la Suisse. Ok. Et du coup, Ah oui, ils ont c'est vrai vachement de qu'ils ont liberté voté. par canton. Ok. Et là, ils font une expérimentation pour voir si on légalise totalement, si c'est plus un truc commercial ou si c'est les usagers qui Ok. ont le droit de planter chez eux. Tu vois, il y a plein d'expérimentations comme ça. Et au bout de 10 ans, je crois, ils vont dire bon, bah, ça a mieux marché Oui, dans ça tel fait canton effet et donc ou on pas. va faire comme eux. Ok. Les gens, si vous avez des questions pour Zoé, n'hésitez pas, moi je les lirai. Ah, cool, ouais, N'hésitez parce pas à que les ça, c'est poser. vraiment un truc que je voulais pouvoir Le chat. interagir un Ouais, peu c'est plus ça. Donc, le avec. chat, n'hésitez ouais. pas, je vous lis en même temps. S'il y a moyen de donc, zoomer un peu sur le chat, je sais pas qui a le je vais- contrôle de l'ordi. Tu peux nous faire un petit zoom, Milan, stop. Ouais. Mais oui, parce Du que du coup, coup- c'est un truc que tu étudies en ce moment, justement, ce moment-là où les psychédéliques reviennent un petit peu dans les essais thérapeutiques Ouais. et on est en plein dedans, quoi. Donc on appelle ça la renaissance psychédélique. C'est un terme qui est très controversé parce qu'il y a des connotations coloniales dedans. Mhm. Mais c'est un moment où, depuis la fin des années 2000, on redécouvre en Occident les psychédéliques. Donc il y a de nouvelles recherches qui se font, que ce soit en neurosciences, en médecine, mais aussi dans plein d'autres domaines. Et il y a un intérêt aussi de la population en général pour consommer ces substances. C'est très peu consommé les psychédéliques en France en ce moment. Aux États-Unis, on estime qu'il y a 20% de la population qui en a déjà consommé au cours de sa vie. Et en France, le LSD, on est à moins d'1%. Ah oui. Donc il y a vraiment une Putain, très c'est grande marrant différence. parce que. Ouais, après, selon les milieux. Ah, ça fait penser un ouais, peu à ouais. la culture californienne aussi, j'imagine, le LSD. Donc c'est un peu. Ça me paraît logique en fait en l'entendant comme ça, même si le 20%, il me paraît Bah, quand on même a assez une gros. culture, nous, en France, hyper prohibitionniste. Ouais. Et en plus, on a eu une panique morale sur le LSD beaucoup plus forte qu'aux États-Unis. Ok. On est le premier pays à interdire les psychédéliques au monde, 2 ans avant les États-Unis. Ah ouais, Ouais. Donc il y a vraiment une histoire très spécifique avec les psychédéliques c'est vraiment les substances les dose. plus dangereuses. Mais- Waouh. Mais Mais surtout, t'avais juste à faire pomme plus, je comprends pas. T'avais juste à faire pomme plus et ça zoomait, hein, moi je l'ai Ouais. fait l'autre fois. Pardon Milan, je suis chiant avec toi, excuse-moi. Et du coup, ouais, dans les études qui sont faites sur les représentations de la population française autour des psychédéliques, c'est vraiment évalué comme faisant partie des substances les plus dangereuses, alors que c'est les substances les moins dangereuses des classifications pharmacologiques. Donc on a des représentations qui sont complètement en décalage avec les données scientifiques en France sur ces substances. ok. Et donc là, on revient du coup, tu disais sur. Là, en ce un moment, retour, on réétudie ces produits, en médecine en particulier, mais dans plein de domaines. Et nous, en sciences humaines, bah, c'est unique qu'on puisse étudier l'émergence d'une science. Hmm. Je sais pas, n'importe quelle science. La science des psychédéliques, quoi, voilà. la science de... Là, ça émerge en ce moment, donc on peut regarder qui
qui finance quel type de recherche, dans les médias, comment c'est présenté, au niveau économique, qui pousse dans quel sens. Et c'est hyper riche. On a une chance de ouf, en fait, de pouvoir étudier ça. Ça, ce que ça parle. Bah, vas-y. Moi, je veux dire que oui, parce qu'en plus, là, en France, il n'y a pas eu toute une tentative justement de légitimer la légalisation du cannabis récemment. Mais c'est vrai que c'est capté beaucoup par le privé et pas tant par les milieux médicaux. Du coup, ça pose aussi une question d'éthique dans quel but aussi et pour quel usage justement on va peut-être rendre accessibles ces drogues-là. Ouais, c'est un gros problème ça. Les thérapies assistées par psychédéliques, donc j'explique rapidement, mais ça repose sur le principe de faire des séances de préparation où on explique aux patients ce qui va se passer. Ensuite, on fait 1 à 3 séances avec la substance. Et donc là, en général, les patients, ils sont dans un lit avec un casque sur les oreilles, ils écoutent de la musique, ils ont un masque sur les yeux. C'est pour favoriser l'introspection et il va se passer plein de choses dans leur tête. Ça dure entre 4 à 6 heures avec les champignons et une dizaine d'heures pour le LSD. Et puis après, il y a des séances d'intégration. Donc ça, c'est d'autres moments où on fait de la psychothérapie, on revient sur tout ce qui a émergé pendant les séances. Ce modèle-là, il marche très bien. Visiblement, d'après les études qu'on a, il y a une réduction très forte dans la dépression, par exemple, immédiatement et pour parfois plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire des fois plus aucun symptôme dépressif dès la première prise. Donc c'est hyper encourageant. Mais c'est un modèle qui coûte super cher parce qu'il faut une pièce dédiée avec des psychiatres qui restent en permanence avec les patients pendant une journée entière. Donc à court terme, à qui est-ce qu'on va donner accès en fait à ces substances-là? Et on voit aux États-Unis, au Canada, il y a des cliniques privées qui commencent à se monter parce que selon les États, ils ont le droit d'administrer et ils font payer ça des milliers et des milliers la séance de dollars. Donc c'est une médecine d'élite pour l'instant. Ouais, voilà, c'est ça, c'est qu'il va y avoir un tri social directement et ça va être rendu accessible à un certain privilège et aux Mais parce gens qu'il y a la caricature, je sais pas, Raz, il a déjà raconté avec l'héroïne et le fait qu'il avait arrêté sous prise de LSD, tu vois. Et puis je pense qu'il faut un cadre, tu vois. J'ai pas commencé à dire que. Pas forcément. On a plein de témoins. Je savais même pas que toi, t'avais eu une expérience si comme moi, ça. c'est en fait, genre, parce qu'en fait, moi, j'ai commencé l'héroïne pour descendre parce qu'en fait, les hallucinogènes, on prenait LSD, d'autres trucs, etc. Et pour couper l'hallucinogène, en teuf, les anciens, ils te donnaient une trace d'héros pour. Donc juste RDR, prenez du Xanax. Les médecins, ils prescrivent très facilement du Xanax, ça marche mieux. Ça marche plus c'est ça. que Nous, l'héroïne. on prenait de l'héroïne pour faire descendre ce truc-là. Et du coup, toutes mes prises de psychédéliques, j'achetais toujours je suis tombé dans l'héroïne comme ça, quoi, en gros. Et un jour, j'ai pris du LSD sans avoir d'héroïne. Et en descente, c'est là que ça m'a. J'ai eu une sorte de, tu vois, le moment de la descente, d'introspection personnelle sur ça et de trucs de, ça y est, je suis à un moment de ma vie où, en fait, la consommation le bénéfice-risque est passé du mauvais côté et j'ai envie de passer à une autre étape. Et du coup, c'est là où j'ai décidé, mais ça a juste été. Le déclic, ça a été d'aller voir un médecin pour prendre du Subutex, tu vois. C'est Vite fait, le chat RDR, ça veut dire réduction des risques. Oui. C'est tout ce qui est dans le domaine de apprendre à réduire les risques que tu peux prendre en prenant des substances. Donc voilà. Il y a quelqu'un qui demande, Zoé, qu'est-ce que tu penses de la Fédération Addiction? J'étais une meuf trans en colère. J'étais parmi les gens qui gueulaient aussi. Alors l'année dernière, dans la Fédé Addiction, c'est un gros congrès d'addictologie en France. Ils ont invité en plénière un espèce de connard, un médecin français qui travaille aux États-Unis, qui était ultra transphobe pendant la présentation. Ah, et du coup, ouais, c'était ouf. J'ai fait des stories et tout. Enfin, vraiment, j'ai documenté. Et donc, on est plusieurs à s'être levés et à dire cassez-vous. Vous ne pouvez pas laisser la parole à ce type-là qui est en train de dire des choses horribles. Quel rapport en plus? Mais rien, vraiment. Il y avait une personne trans sur Non, il est parti dans un. Complètement. Il dit oui, je sais, tu m'as grave soutenu, merci. Ah, ok. Ah oui, la personne que j'ai été voir dehors, écoute, trop chou, je suis trop contente que tu sois là. Mais force à toi, c'était horrible, c'était insoutenable vraiment. Dramadol Louis Quid, le pseudo. On quitte pas le champ de la drogue, pardon. Ça c'est. Oui, parce qu'il y a un truc, il y a une criminalisation de lui. En fait, j'ai l'impression que le milieu médical, ils ont un rapport. Pour certains, un truc de la drogue, c'est forcément mal et c'est forcément à arrêter. Qui a l'air d'être un truc qui est difficile à passer. Il y a un truc aux côtés de les trucs pro-drogue, ils passent vite pour des illuminés. Tu vois, mais même moi, j'ai longtemps eu le cliché de, tu vois, un peu un mépris du côté les forums psychoactifs, genre du truc des mecs qui créaient un peu une justification sur le ruage de drogue qu'il a surdocumenté et j'étais en mode oui, vous êtes des drogués comme les autres, arrêtez de vous sentir spécial. C'est là que je vois que même en tant que consommateur,
je stigmatisais ce discours-là de ah là là, le cannabis Et puis- thérapeutique, les drogues. J'étais en mode oui, droguez-vous, arrêtez de chercher une légitimité, tu vois. Oui, Donc je Et pense puis, que. je pense qu'il y a un. Oui, pardon, Vas-y, non. Non, non, vas-y. toi, vas-y. Non, toi, vas-y. Non, toi, vas-y. Vas-y, toi. Mais tu parles moins depuis tout à C'est l'heure. Ilyes Toi, qui vas-y. parle. Non, bah non, Moufette, elle a pas parlé depuis tout à l'heure. Free Moufette. Ouais, misogynie de Cassandre, c'est indécent. Mais non, mais depuis tout à l'heure, il voulait parler. Oui, vous voulez parler aussi Allez, Moufette. Oui, non, mais moi je. non, mais je veux parler un peu de moi, mais c'est Aucune parce autorité que sur ce ça me stream. donne envie. Moi, j'ai été alcoolique, cannabis, j'en ai pris beaucoup et j'en prends toujours. Alcool, non, mais c'est surtout jus champignon, j'ai fait une seule fois l'expérience et en vrai, ça m'a coincé. En fait, c'était trop fort pour que j'ai envie d'en reprendre et tout ça. Par contre, j'ai compris un truc et c'est là que je vais être en mode pro-drogue et tout. C'est que. Que la Pachamama, et ben c'est elle qui Non. donne lieu à Place Nature. Pardon, je pensais que. Non, désolé, c'est que je voulais pas. ça fait un vrai reset Ouais, psychologique. c'est ce que beaucoup de gens disent. C'est que des Le fois dans ta reset, vie, annuel. en fait, dans ta vie, c'est en mode, tu sais, tu fais plus attention aux petites choses autour de toi, tes habitudes, les rues où tu passes, les choses que tu vois dans le métro, trucs comme ça. Là, tu prends ça une fois. Ok, ça t'éteint le cerveau. Le lendemain, tu te réveilles, t'as du mal et tout ça, mais tu redécouvres tout. Tu reprends de la curiosité pour ah tiens putain en fait j'ai jamais remarqué cette affiche, elle est magnifique. Ah tiens nanana. Et ce qui est intéressant, c'est que ça reste ça. Ça crée de la neuroplasticité, en fait. Oui. C'est ce qui est hyper intéressant. Donc, tu as pendant l'expérience ce type de truc où tout à coup, tu t'émerveilles pour les choses qui sont autour de toi. Oui. Mais maintenant, il démontre que dans le cerveau, ça recrée en fait des toutes petites connexions neuronales. Donc, ce que tu. Oh, les synapses, ils changent et tout. Alors, Non, c'est attends. pas ça, je sais Ça pas comment fait- fonctionne. Pardon, je suis pas désolé. neuroscientifique. Je Mais oui, me en tais. fait, ça fait repousser les synapses. Je crois que c'est ça. Ça fait repousser les trucs qu'il y a entre deux neurones pour qu'ils se transmettent l'information. En fait c'est un peu comme si t'étais une boule à neige et on te secouait. Ouais, Tu vois ouais. Genre c'est de temps Et en du temps coup, t'en as tous besoin. les apprentissages que tu fais sur toi, c'est pour ça que ça peut être vraiment thérapeutique. Et tout seul, comme tu disais, Ilyes, il faut un accompagnement et tout. Ben, en fait, on a plein de témoignages de gens comme toi qui, tout à coup, se disent ben, j'ai plus envie de fumer ou j'ai plus envie de prendre de l'héro. Il n'y a pas besoin qu'il y ait forcément un accompagnement derrière. Les psychédéliques font un peu ça tout seul, visiblement. Mais je disais ça seulement dans des logiques de distinction, comme lui se distingue des mecs qui utilisent psychoactifs. T'inquiète. Non, mais et ça, c'est super intéressant aussi Genre, parce que souvent, la RDR, c'est perçu comme un truc qui repose une norme, en fait, qui dit ça, c'est les bons usages et ça, c'est les usages qui sont dangereux ou quoi. En fait, la RDR, donc je redis, c'est la réduction des risques. Ça pose un ensemble de connaissances qui sont là pour que les usagers ils puissent se dire ben, j'ai envie de consommer de manière sûre et je consomme comme ça, mais tout à coup, si j'ai envie de consommer plus, je peux le faire aussi, tu vois. Et j'ai juste la capacité de savoir ce qui est dangereux ou pas. Et en conscience, je consomme comme j'ai envie. C'est ça. Il y avait des gens dans le chat qui disaient moi j'ai peur des psychédéliques, j'ai peur que ça me rende fou. Les gens qui disaient moi j'ai peur parce que je vais pas forcément bien dans ma vie Ouais. ou je me sens pas d'en prendre, Ouais, etc. si on va pas bien dans sa vie, c'est peut-être pas le meilleur moment, en tout cas, de le faire tout seul. Mais ça peut être sympa de faire avec ses potes en soirée ou en randonnée, dans des espaces où on est sécure et tout. Par contre, on peut pas devenir fou. Ça, c'est vraiment le truc de rester perché. Là, c'est un mythe Oui, c'est la total. peur. Ah ça ouais redescend. Voilà, sauf chez des personnes qui ont des antécédents de psychose. Ok. Donc ça, c'est Oui. vraiment le gros problème. C'est que souvent, donc une psychose, ça se déclenche entre les 15 ans et les 30 ans de la personne en général. Et c'est aussi la fenêtre pendant laquelle, en général, les gens vont consommer pour Ouais. la première fois des psychédéliques. Mhm. Donc il y a eu une corrélation qui a été pensée à un moment. Mais en fait, donc chez les personnes qui n'ont pas d'antécédents de psychose, ça veut dire aussi des personnes qui n'ont pas dans leur famille des gens qui ont des psychoses parce que malheureusement c'est génétique, bah, il n'y a aucun risque. Après, Et en on peut plus, faire le- une expérience très Et le intense, double très problème angoissante. de et comme il y a tout. un tabou autour de la psychose, parfois c'est aussi un savoir que tu n'as pas forcément sur ta famille. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le Ouais. problème. Mhm. Mais Ouais. donc, chez les personnes qui n'ont pas ces antécédents-là, il peut y avoir une expérience très intense, très terrifiante et tout, qui peut avoir des risques sur le long terme. On peut faire du stress post-traumatique, par exemple, suite à une expérience comme ça. Mhm. Donc, j'en profite pour dire que la Société psychédélique française organise des cercles d'intégration. C'est gratuit. Ça se fait en ligne ou dans les grandes villes de France pour justement les personnes qui ont vécu des trucs sur lesquels ils n'arrivent pas à mettre des mots, que ce soit positif ou négatif avec les psychédéliques. Et ils ont un accompagnement des personnes qui sont là pour les recevoir. Mais justement, j'ai envie de te demander, parce que moi, la prise de champi, c'était 1 an avant que je commence à transitionner, et j'étais vraiment pas bien à l'époque. C'est pour ça que ça m'a mis KO et tout ça. Mais en fait, du coup, je suis allé à un seuil de réelle dépersonnalisation. Ça veut dire que à la question quel âge j'ai, avec qui je suis, où je me trouve, je n'avais plus de réponse. Ça veut dire que j'ai réinventé les réponses, et dans la descente du trip, je me suis fixé des idées fixes. Ça veut dire que mes amis étaient devenus des étrangers, la maison de mon pote était devenue l'appartement de mon père, et moi j'avais 8 ans. Et du coup j'étais en mode, est-ce que je peux vous faire confiance? Je leur posais des questions comme ça. C'était très bizarre, mais en même temps c'était révélateur. C'était révélateur parce que, en fait, moi la question que j'ai envie de te poser, c'est
Est-ce qu'il y a un lien, tu penses, entre le fait que je sois allé vers cette dépersonnalisation et la dysphorie de genre? Enfin, Alors, j'ai envie de te dire oui, mais tu vois, j'en sais rien. Je suis Oui. pas formée pour te répondre vraiment. Mais en tout cas, on a beaucoup de témoignages de personnes trans qui disent que l'expérience sous psychédélique, ça les a aidés dans leur transition. oui. Ça les a aidés à se poser plein de questions et à se sentir femme ou homme. Et c'est hyper intéressant, Oui, ces c'est ça, témoignages. parce que le truc de j'ai 8 ans, moi, dans mon évidence egg, j'étais une petite fille. Tu vois, Mm. genre, c'est... Oui, tu te replaçais dans une période de ta vie où tu pouvais avoir cette évidence avant la puberté de bah non, je suis une fille, Oui. pourquoi les gens ils Oui, disent oui, ouais. oui. Ouais. Attends, c'est C'est hyper là que tu intéressant vois ça. que il y a une multiplicité des usages. Enfin, en fait, c'est très. Faut sortir des clichés et de un peu voir à quel point ça peut aller très loin, mais dans le positif. Et surtout, c'est intéressant ce que tu disais les expériences peuvent être radicales et un peu violentes, mais c'est pas pour ça qu'elles sont que c'est dangereux, que c'est irréversible. C'est plus Ouais, compliqué et que même ça, les enfin. études qui. Donc, le bad trip, c'est vraiment un concept qui a été inventé dans les années 60. À un moment, il fallait décrédibiliser les psychédéliques, notamment aux États-Unis. Mais en fait, dans les études actuelles qui essayent d'évaluer les personnes qui ont vécu une expérience difficile avec les psychédéliques, en général, ils évaluent, donc la majorité des gens qui ont vécu ce type d'expérience, évaluent l'expérience comme faisant partie des 5 les plus importantes de leur vie et Oui. sur un plan positif. Oui, Parce ok. qu'ils ont Mmh. appris Moi, des c'est trucs ça. de cette Ouais, expérience, c'est ça. finalement. Ouais. Moi, les quelques bad trips que j'ai eu sous psychédélique, c'est presque les trips dont je me souviens Pareil. le plus aujourd'hui. Et moi, et puis je l'ai pas mal vécu au final. Ouais, Enfin, c'est c'est juste ça. que j'ai Sur le moment, appréhendé. Sur le moment, Voilà, c'est c'est dur. Sur ça. le moment, c'est c'est vrai. hardcore. hein. Ouais. Quand Oui, voilà, t'as c'est ça. l'impression Oui, de mais te quand j'en suis liquéfier, ressorti, enfin, c'est en vraiment- plus, ça n'a c'est aucun vraiment sens. Enfin, bref. Et en fait, Moi, c'est un peu ce qu'ils pardon. cherchent en thérapie. Ils cherchent à accéder à ça, au truc qui te met mal pour aller creuser et dire bon, bah, Mhm. qu'est-ce qui se passe là? Comment tu interprètes ce que tu es en train de Ouais. vivre? Et c'est ça qui est thérapeutique. Mais alors, pour avoir ce type d'expérience de secouer la boule de neige, remettre les neurones en place et tout ça, toi, tu aurais quand même une discrimination à faire parmi différentes drogues. Qu'est-ce que tu conseilles le plus pour ce type d'expérience? Alors, on ne conseillerait évidemment. On est ne sur conseille rien, plus. bien évidemment, mais Mais, quel Non, mais qu'est-ce que mais, les médecins pourraient conseiller Voilà, Oui, qu'est-ce oui. que des médecins Statistiquement, dans l'histoire conseillerait. ont pu Voilà, oui, voilà. conseiller pour faire ça. Alors, les psychédéliques en général, donc LSD, mescaline, psilocybine et DMT, c'est vraiment les substances qui sont bonnes pour faire ça, et la DMT en particulier. Ouais. On voit vraiment ce truc de reset, là, tu le vois en particulier sur la les études de la DMT. de tous les psychédéliques que j'ai pris, Ah, t'as essayé? c'est la seule fois Pardon. où je ne savais pas que j'étais drogué. Parce que Oui. pour moi, il y a deux types de fonce D. Il y a la fonce D où tu es drogué et il y a à l'intérieur de toi quelqu'un qui sait qu'il a de la drogue et que c'est les effets de la drogue. Et la DMT, c'est la seule fois où je me souviens de mon trip, mais au moment où j'étais en trip, je ne savais pas que j'étais en train de faire un trip. Alors que même mes plus gros bad trips au LSD, Oui, j'avais t'as toujours que une voix c'était- qui disait que c'est la drogue Même, qui me tu fait sais, ça, quoi. quand t'as Et du coup, la conscience un peu DMT, tu de- sors presque du concept de bad trip, je trouve. Parce que Ouais. c'est tellement puissant, ça te saisit tellement que tu rentres, t'es même plus dans la considération de est-ce que je vais bien ou mal. Oui, est-ce qu'il y a une Parce que montée, ça te est-ce sort que- du truc, quoi. C'est vraiment une expérience mystique tellement radicale que. Après, j'imagine ça dépend des dosages des gens, etc. Tu vois, genre, c'est. Et la DMT, c'est beaucoup plus court aussi comme effet. C'est Donc, ça, les ouais, c'est psychédéliques, 30 en général, minutes. c'est plusieurs heures. Oh, C'est c'est ça. même 15 minutes, hein, la Ouais, DMT, c'est quand ça, c'est ouais. fumé. Mais ça peut donner l'impression que Par ça contre, a tu peux duré. avoir l'impression, toi, de vivre une vie entière. Ouais, c'est ça, c'est vraiment vénère. Ah ouais. c'est- Ok. ouais. Mais c'est intéressant parce que du coup, là, ça nous amène aussi à la question des stigmates qu'il peut y avoir. Je sais qu'on fait très attention depuis tout à l'heure, on ne vous conseille rien, bien évidemment, le Il y a des gens qui étaient en mode quoi, les bad trips, ça fait du bien, ça fait pas du bien les bad trips, genre. Non, mais après, Mais en fait, en plus, les je gens. pense qu'il y a le truc que ce que tu racontais, c'est que tu touches à quelque chose de peut-être traumatique ou limite Ouais. quand tu fais un bad trip. Attends, et c'est pour juste ça qu'il y a faire des un gens qui le disclaimer, vivent ça veut mal. dire que Oui, là, pardon. nous, les gens, on discute de nos expériences avec la drogue, Oui. de retours scientifiques sur les expériences avec la drogue. Ça veut pas dire que demain, vous pouvez aller Oui, prendre 4 gouttes, vous retrouver en PLS et que c'est bien pour vous. Enfin, après, on fait pas de recommandations. Non, et on les est sur psychédéliques, Twitch, c'est voilà, pas des renseignez-vous. bonbons. Il faut vraiment se renseigner bien avant. C'est pas dangereux nécessairement, c'est pas toxique, c'est pas addictif. Mais par contre, il faut bien se renseigner sur ces substances parce que ça peut faire des expériences très intenses. Et donc, il y a des manuels de réduction des risques, pareil, de la Société psychédélique française. C'est gratuit, c'est en ligne. N'hésitez pas à aller voir ça si ça vous intéresse. C'est un gros pavé de 80 pages. Donc, Trop tard, voilà. j'ai mis toute la fiole. Mais voilà, renseignez-vous vraiment sur les substances que vous prenez, que ce soit des psychédéliques ou autres. C'est la réduction des risques, c'est vraiment important. Mais C'est ça. et du coup, genre, pour revenir sur ton rôle en tant que chercheuse,
c'est comment d'étudier les psychotropes à l'université. Est-ce que tu es face à des stigmates qui peuvent souvent... Je sais d'expérience que les historiens et les sociologues de la médecine ont un peu du mal, comme tu disais tout à l'heure, à comment dire, être considérés comme légitimes par les médecins, parce que t'es pas médecin, t'es historien. Mais un peu, c'est quoi des stigmates ou des difficultés que tu peux rencontrer vis-à-vis de ton travail de recherche, aussi sur un sujet qui est considéré comme tabou, illégal, etc. Alors, dans mon domaine à moi, donc en histoire, maintenant c'est légitime. Ok. Peut-être que si j'avais fait ces recherches il y a 20 ans, ça aurait plus rigolé. Mais là, finalement, c'est bien accepté. En plus, moi, je prends un axe médical, donc Oui. c'est vraiment, ça va. Il y a de l'intérêt et on ricane pas trop. Par contre, du côté médical, là, il y a beaucoup plus de tension, beaucoup plus de réticence. Et c'est d'ailleurs un peu intéressant de voir comment moi je me présente vis-à-vis d'eux. Tu vois, quand je vais dans les congrès médicaux, je fais très attention à comment je m'habille, à comment je parle pour paraître légitime justement à leurs yeux. Et je suis beaucoup invitée, moi, dans des congrès médicaux depuis le début de ma thèse. Il y a une réticence primordiale, et puis quand tu amènes des bonnes données scientifiques, tu es quand même face à des gens qui sont intéressés et qui sont prêts petit à petit à faire évoluer leur représentation. Médical permet de... Des amorces. Ouais, petit à petit. Légitime, en tout quoi. cas. Ouais. Ok. Mais du coup, j'imagine que tu as quand même le stigmate de la suspicion de consommation. Je sais que c'est une question qu'on te pose Surtout beaucoup. que t'en parles. Oui, c'est ça. Donc, La et, question que tout le monde se pose, Oui. c'est est-ce que tu as testé les substances que tu Alors, la drogue ou pas la drogue après, t'es Zoé pas obligé de répondre. Hein, si c'est... Je réponds toujours que pour l'instant, je réponds pas et je laisse ce flou. Alors, c'est très marrant parce qu'il y a des gens qui sont persuadés que je suis défoncée au crack 24 heures sur 24 et il y a des gens qui pensent que je suis née dans un coin de bibliothèque et que je suis jamais sortie de là de toute ma Ça serait vie. peut-être un entre-deux, ce serait incroyable que la vraie réponse soit ça. Et du coup, c'est trop drôle. Voilà, je laisse complètement le flou. Moi, je bois pas d'alcool. J'ai jamais fumé une cigarette de ma vie, donc ça maintient aussi cette espèce de flou. Et je peux pas, en fait, pour l'instant, je peux pas trop m'exprimer. En partie parce que je suis pas, comme on disait au début, je suis très précaire là pour l'instant. Mon statut, il est très précaire. Dans 2 ans, je sais pas où je suis. Je sais pas si j'aurai un poste. Donc, commencer à parler éventuellement de consommation de produits interdits, ça pourrait nuire à ce que j'ai un poste un jour. Oui, parce que tu as un peu cette idée que si tu consommes, du coup, tu n'étais pas objectif sur tes recherches. Et en plus de ça, tu fais des activités qui sont illégales, etc. Donc ça peut vraiment Oui, ça te fermer des donnerait portes, un angle pro-drogue Ouais. plus que si tu consommes pas. qui serait suspect, du coup. Ouais, puis t'es stigmatisé par tes collègues de manière générale. Hein. C'était pas sérieuse si tu consommes ces substances-là, ou en tout cas si t'en parles ouvertement, parce que dans le milieu de l'université, il y a plein de gens qui consomment. Dans les festivals psytrance, il y a plein de profs à l'université. Donc ça, c'est le premier aspect. C'est en termes de carrière, pour l'instant, je peux pas trop me positionner. L'autre chose, c'est que quelle que soit la réponse que je donne, je vais être discréditée. Mon travail, il va être délégitimé. Si je dis oui, j'ai déjà consommé des substances qui sont interdites, comme tu disais, il y a plein de gens qui vont estimer que je fais pas des recherches qui sont objectives, mais tout ce que j'essaye de faire, c'est de légitimer ma propre consommation. Et inversement, si je dis non, j'ai jamais consommé ces substances, y a tous les psychonautes qui vont me tomber dessus en me disant mais en fait, tu parles de trucs dont tu n'as aucune idée et tu n'es absolument pas légitime à en Tu perds ta parler. légitimité sur ton terrain de recherche. C'est surtout ce qui est complètement con, parce que sur la connaissance sur la drogue ne dit rien de ton rapport personnel, ne dit rien de tes connaissances. C'est que tu as des gens qui sont les plus calés en RDR, qui sont incapables de se l'appliquer à soi-même. Le nombre de gens qui font du care en teuf et qui en réalité, eux, sont les premiers à faire de la merde. Pour moi, ça résume le truc de c'est pas parce que tu sais bien te droguer que tu sais en parler aux autres, et inversement, c'est pas parce que tu te drogues mal que tu n'es pas capable de donner des connaissances de RDR, parce qu'il y a des gens vraiment qui, dans leur consommation, ils gèrent bien, ils ne se droguent pas trop, et quand ils font tester à des gens, ils sont complètement cons, ils surdosent, ils font pas gaffe, ils font que par rapport... Enfin, tu vois, donc, ça, en fait, c'est pas directement corrélé, quoi. Genre, tu peux être... C'est comme les coachs de LoL, les gens. Il y a des gens, il y a des challengers sur LoL, c'est les pires coachs. Oui. Et il y en a, je pense qu'ils ont du mal à passer le diamant, et c'est des coachs de fou. L'État est ultra heureux de ma comparaison. Genre, c'est pas directement corrélé, quoi. Donc, mais en plus, moi je suis trouve ça con que ça soit que tu te drogues jamais ou que tu te drogues, ça ne devrait rien avoir avec les dates. Enfin, je veux dire, c'est du travail de recherche. Ouais. Genre, t'es pas là à faire, t'inventes pas un truc de ton esprit, quoi. Mais moi, en plus, je suis historienne. Donc, les objets sur lesquels je travaille, c'est des trucs qui ont tu vois, je sais pas, les gens qui travaillent sur la chevalerie au Moyen-Âge, ils ont peut-être jamais fait de cheval, tu vois. Donc, on leur reproche pas. Ils sont jamais battus à l'épée. Bah oui, non, mais. Oui, voilà, parce que même faire du cheval, déjà, c'est beaucoup être chevalier. Ils n'ont jamais été chevaliers, disons-le. Tu vois, c'est évident. Voilà, c'est évident, pardon.
Oui, c'est clair. Les gens, ils travaillent sur les nazis. Est-ce que c'est des nazis? Non. Alors, Il y a quelqu'un qui disait Zoël a quand même des cernes. Les gars, je reviens de Biarritz où j'ai fait un congrès d'addictologie. Là, tout à l'heure, j'étais en interview pour Radio-Canada. combien J'arrête pas Les de cernes, Combien d'années c'est de la doctorat condition à de 400 balles chercheuse. aussi? Il y a plein de raisons. 6 ans de, Voilà, 6 ans de donc les thèse. cernes. ah oui, c'est ça, exactement. Mais c'est intéressant, et c'est pour ça aussi, je pense que des gens qui font de la réduction des risques, il y en a qui ne se sont jamais drogués. Moi, je sais que dans ceux que j'avais rencontrés, il y en avait beaucoup qui venaient anciennement militants des réseaux sur la question des séropos. Ouais. Et qui, eux, ne sont jamais drogués, mais leur connaissance médicale, leur lien avec des gens fait que ils ont pu approcher ces questions-là et qu'en fait, tu vois, tu as des liens des fois. Ouais, puis en vrai, ils se sont jamais drogués. Dans la société dans laquelle on est, personne ne s'est jamais drogué. Tout le monde boit du café, C'est tout le ça. monde a déjà bu. Les 3 quarts des gens, ils ont déjà bu de Sauf les l'alcool. Non, mais c'est tellement vrai. Non, mais Non, pardon. mais Non, il faut aussi replacer les gens ont ça. un C'est pour rapport ça au que psychotrope, n'oubliez pas. c'est Oui. tout l'ensemble des substances. Et il y a des syndromes de manque pour les gens qui arrêtent le café, par exemple. Ça, on n'en parle jamais parce que c'est On m'a pas pas fait de présenté café tout à comme un l'heure, stupéfiant. Mais pendant le ramadan, de fou. Le nombre de parents, tu vois, qui peut-être des fois tu vois, sont Découvrent contre leur la rap- drogue et Mm. découvrent leur addiction en mode parce que le Qui en matin, vrai, s'ils ouais. l'ont pas, ils vont pas travailler. Ouais, ouais. C'est ça. Non, mais c'est Ouais, pas Non, un mais c'est exemple de chat hyper en même temps. intéressant. C'est Oui, hyper oui, intéressant. c'est moi, ma mère, elle aimait pas les jeux vidéo avant qu'elle découvre Candy Saga sur On Facebook dit fraîche, ouais. et qu'elle Bah oui. passe ses soirées. Ah oui, pas de café, mal au crâne, migraine de fou s'il n'y a pas de café, les gens, vous découvrez les syndromes de manque. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais c'est bien, soyez heureux. Buvez votre café, vous êtes plus heureux après, donc c'est tant mieux. Mais aussi, il y a un autre stigmate qui est, lui, pour le coup, qui vient un peu plus, je pense, de ta présence sur les réseaux sociaux, qui, comme tu disais, est de plus en plus Oui, ça, militante c'est aussi, liée au sujet. Et notamment, là, récemment, tu t'es pris une grosse vague de fachos. Tu t'es pris une grosse vague de fachos avec des accusations d'entretenir le trafic, d'aider les criminels, Oui, parce que tu etc. prends très Donc, cher sur les réseaux. Les gens Ouais. qui savent pas, tu te prends des campagnes de harcèlement de l'extrême droite sur ton travail. Parce que des fois, tu fais des tweets de RDR, un peu où justement Ouais. ce que vous expliquez sur les genre renseignez-vous, et tu prends des backlash très souvent vraiment vénères sur le sujet, quoi. Mais après, ça doit être, Ouais, un mais terrain c'est le jeu. ça doit être un terrain de recherche ultra fascinant. Moi, j'adore. En vrai. Moi, j'adore ça. Je suis sur les réseaux sociaux d'abord parce que je pense que c'est un terrain qu'il faut qu'on occupe. Oui. On a besoin d'avoir une parole scientifique sérieuse sur ces espaces-là. Et donc, moi, c'est important pour moi de parler de mes recherches, de les faire rendre accessibles au grand public. Sauf Twitch. Pas Twitch. Mais voilà, je suis sur les réseaux pour ça, mais je suis aussi sur les réseaux parce que j'aime bien. J'aime bien cette bagarre-là sur Twitter. Je trouve ça marrant. Et ça m'atteint pas vraiment. C'est pas très grave qu'il y ait des médecins ou des fachos parce que je peux avoir aussi des Ah oui, des grosses médecins vagues aussi. de médecins qui m'arrivent dans la tronche. oui, j'avais oublié. Et des médecins fachos. Et des médecins fachos, comme il y en a plein, malheureusement. Mais du coup, ça permet de mettre aussi en avant le fait que ces questions-là, dans le grand public, elles sont de plus en plus acceptées. On comprend de plus en plus que la prohibition, elle est dangereuse, qu'elle est nuisible à la société. Et puis, ça laisse poindre, du coup, les petits espaces encore qui luttent pour maintenir ces représentations qui sont complètement délétères et dépassées totalement. Donc, c'est pas très grave, ce harcèlement, mais c'est vrai qu'il est très présent. Et le harcèlement, il se déclenche quand tu as l'air d'être trop pro-drogue, tu penses, ou c'est juste le sujet qui crée ce harcèlement-là? Est-ce que c'est... Ou est-ce que, parce que j'ai vu que des fois, ça parle sur le côté de l'usage, mais je pense aussi sur je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais aussi les gros trucs de harcèlement, c'est sur la question de la répression, et notamment du racisme, parce que dans les fachos, le chemin drogue, banlieue, les Noirs et les Arabes, ça fait très vite le chemin. Même drogue, immigration, Je sais pas si parler, toi tu vois parler dans le canaux, harcèlement que tu subis, est-ce que tu vois cette composante-là ou pas? C'est quoi le truc le plus Il y a un dur à peu dire? de tout. En gros, le plus que je subis quand même, c'est le fait que dans mon pseudo, j'ai docteur. Parce que je veux pouvoir dire que quand je réponds à quelque chose, quand je publie quelque chose, j'ai une expertise. Je veux que ça soit visible immédiatement. Je suis docteur, j'ai le droit d'utiliser ce titre-là. Les docteurs, c'est pas que les médecins, les gens. hein. Exactement. Docteur, Je c'est suis que t'as un docteur doctorat. en histoire. Mais du coup, les médecins ne supportent pas qu'on utilise le terme parce que pour eux, c'est C'est de l'usurpation. Voilà, exactement. Donc ça, c'est vraiment le truc que je vois le plus. Et après, il y a de tout. Hein. Il y a du sexisme, il y a de l'homophobie parce que souvent, je publie aussi des contenus sur ces thématiques-là pour essayer de déstigmatiser sur le chemsex, etc. Du racisme de temps en temps quand j'en parle. Bon, enfin, de toute façon, il y a toutes les thématiques qui peuvent c'est ça. émerger. Il n'y a pas de trucs principaux. Bien sûr. Ouais. Putain, c'est impressionnant. Mais qu'est-ce qui déclenche un peu, selon toi,
dans leur cerveau, la panique. Enfin, qu'est-ce qui fait aussi peur autour du sujet justement des psychotropes Est-ce que c'est spécifiquement la modification de l'État? Est-ce que c'est, comme on disait, tout le métadiscours raciste qui a été mis par-dessus, l'idée de, c'est quoi un petit peu qui Crainte de la qui les fait dégénérescence. rentrer dans une folie là? Il y a deux trucs. Le fait que depuis la fin du 19e siècle, le corps médical présente les usages de certaines substances comme extrêmement dangereuses et donc qui vont détruire l'individu. Donc quand tu dis non, en fait, ces substances-là, elles sont pas si dangereuses que ça, t'as l'impression, les gens, ils ont l'impression que tu recommandes quelque chose qui est mortel, en fait. Donc ils te disent, mais tu n'as pas le droit de prendre la parole. T'es pour la dire mort, ça. quoi. Genre, Voilà, tu n'as pas le droit de tenir ce type de discours. La deuxième chose, c'est pour l'État, la prohibition, c'est un moyen de se rendre compte de qui va suivre les lois, les normes, les règles et qui va les dépasser. J'entends souvent des gens qui disent l'État, il interdit les psychotropes, certains psychotropes, parce qu'on devient plus intelligent ou on comprend des choses sous psychotropes. C'est pas ça. En fait, vous étiez déjà un peu différent du groupe de moutons qui suit les normes. Et donc, c'est pour ça que vous avez commencé à consommer des substances qui sont interdites. Or, l'État, pour lui, c'est super intéressant de voir ceux qui dévient sur une règle aussi simple de « vous n'avez pas le droit de consommer ces substances parce qu'elles sont mortelles, elles vont vous tuer ». Si tu le fais donc, quand même, désobéissent, tu désobéis complètement. Et comment on fait avec MK Ultra du coup? Question qui sort de nulle. Non mais si, parce que pour contrôler les gens du coup. Non mais je rigole, pardon, c'était juste pour foutre la merde. Tu veux que j'explique MK Ultra ou pas? En vrai, moi je sais pas c'est quoi. En vrai, c'est intéressant aussi parce que il y a beaucoup de complots autour de la drogue et de l'utilisation. En vrai, c'est vraiment intéressant. et puis là je le fais truc lien du parce que toi tu MK dis Ultra. justement ceux qui sont prêts à outrepasser la règle, tu vois, alors que là il y a tu vois, genre on est plus dans l'usage d'une drogue pour justement essayer de contrôler les gens. Mais go ça expliquer, va. ça Pardon. vient go contextualiser. vas-y. Alors MK Ultra, c'est un programme qui émerge aux États-Unis en 1953 au moment de la guerre froide, où on va essayer d'utiliser des psychotropes pour deux choses. D'abord des armes non létales, donc pour essayer de empêcher les ennemis d'attaquer parce qu'ils sont trop Les faire défoncés planer, ou qu'ils dorment ou voilà. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est essayer de trouver un sérum de vérité. Donc pour les espions, on leur administre une substance et on va leur poser des questions, ils vont être obligés de répondre. Donc il y a ce programme qui se développe où ils vont faire plein d'expériences aux États-Unis. Il y en a une qui est très connue où ils ont construit toute une pièce avec des caméras et ils ont engagé des prostituées pour faire ramener des clients dans la chambre. Elles leur donnent du LSD et après ils observent comment ils agissent. Donc, ils font plein de tests sur les soldats, etc. En fait, ce qu'il faut bien se rendre compte, donc déjà, c'est que c'est des études qui sont très limitées. Il y a beaucoup d'idées sur MK Ultra, comme la majorité des études sur le LSD, ça aurait parce été que ça a MK Ultra. dérivé sur maintenant, ils ont des sons qui manipulent les gens et c'est une sorte de manipulation de masse organisée. Enfin voilà, c'est parti en couille quoi depuis. En fait, c'était très restreint comme type de recherche. Et surtout, ce qu'on oublie, c'est que l'administration de psychédéliques pour essayer de faire parler les gens, en fait, c'est ce que faisait la psychiatrie depuis les années 30. Donc les MK Ultra, ils n'ont rien inventé du tout. Oui, juste ils ont. Oui, parce que ça ressemble au usage thérapeutique que tu décrivais, en fait. C'est que ça fait remonter de l'inconscient, des souvenirs. Ça s'appelle la etc. narcoanalyse, très précisément. Ok. Donc c'est un système dans lequel la psychiatrie, à partir des années 30, administrait des très fortes doses de barbiturique, c'est les substances qui ont tué Marilyn Monroe, d'amphétamine ou de psychédéliques, pour faire parler les patients. Ça les plongeait dans un espèce d'état semi-comateux, dans lesquels ils pouvaient poser plein de questions et les choses que les patients psychiatriques ne voulaient pas dire, tout à coup, ils se mettaient à les dire. Ça ne marchait pas très bien avec les psychédéliques, parce que les patients, comme tu disais, les gens, ils restent conscients sous psychédéliques, tu as toujours la conscience que tu as pris une substance, donc ils ne voulaient pas donner leurs informations. Mais donc faire comme si MK Ultra, ils avaient inventé ces techniques, c'est invisibiliser ce que les gens ont subi dans les hôpitaux psychiatriques pendant des décennies, en fait. Donc moi, les gens qui parlent d'MK Ultra, j'aime bien toujours rappeler ça. En fait, il y a des patients qui ont subi ça tous les jours, on leur faisait des narco-analyses. Oui, presque, c'est plus facile d'avoir la théorie du complot quand c'est l'armée et la CIA que quand c'est les médecins, et la psychiatrie en particulier. Tu voulais pas de café, toi? Non, c'est gentil. Aucune drogue. C'est un test en fait. C'est pas de la politesse du tout. Mais oui, parce que du coup, c'est intéressant parce qu'il y a ce cadrage des psychotropes, parce que là, on arrive un peu sur. C'est un peu la discussion qu'on a eu pendant tout le truc sur la démystification un peu de ça. Mais c'est vrai qu'il y a eu un cadrage
Il y a eu un double cadrage en fait des psychotropes, à la fois médical et policier. Médical au travers de l'addiction, c'est-à-dire que tu as, comme tu le rappelais, hein, que 87% des usages ne sont pas problématiques, voilà, mais que la médecine a capté la question au travers de l'addiction et la police au travers de la criminalisation, même parfois en allant parfois à l'encontre l'un de l'autre. Hein, et du coup, la première question, c'est déjà... Pour la partie médicale, l'addiction, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que moi, j'entends parler d'addiction aux jeux vidéo, au sucre, à l'héroïne, à plein de trucs. C'est quoi exactement ce que les médecins ont voulu capter au travers de l'addiction et qu'est-ce que c'est exactement l'addiction? Et deuxième question, peut-être tu la feras rentrer, on le posera après. Qu'est-ce que tu penses, toi, d'étendre le terme d'addiction aux jeux vidéo, à la sexualité, à la pornographie? Ouais, voilà, à la pornographie. Est-ce que tu penses que ça me... Enfin, voilà, c'est les deux. Au stream. Twitch. Addiction à Twitch, enfin, voilà. Tout ce qu'on peut imaginer qui n'est pas relié à une substance directement qui agit, quoi. C'est très compliqué cette question d'addiction parce qu'il y a eu un moment où on a commencé à décrire ce phénomène dans les années 1870 et où tout à coup les médecins se sont dit en fait dès qu'on commence à utiliser certaines substances on va devenir addict au bout d'un moment. Oui, tu as l'idée des substances où si tu en prends une fois tu vas être addict pour voir, quoi. Donc on ne fait plus la distinction entre usage et abus. Et ça c'est un gros problème, hein. C'est quelque chose qui existe toujours aujourd'hui, donc je le dis au cas où il y a des gens qui aient ces représentations. Si vous prenez une fois de l'héroïne vous n'allez pas devenir dépendant, si vous prenez une fois du crack vous n'allez pas devenir dépendant. Et il y a des études aux États-Unis qui montrent que pour l'héroïne, il y a entre 23 et 30% des gens qui, au bout d'un an, sont devenus dépendants à l'héroïne. Donc c'est une minorité en fait de gens. Je pense, j'ai passé 6 mois à la consommer normalement. Et le moment où je suis tombé dedans, c'est un moment, c'était pas à cause de la substance, quoi. C'est moi qui avais besoin à ce moment-là, quoi. Voilà, quoi. Donc, c'est souvent ça en fait. L'addiction, c'est lié beaucoup plus au contexte dans lequel vit la personne, au sens qu'elle donne à sa consommation. Si c'est j'ai besoin de cette substance pour pouvoir me lever le matin et pour pouvoir tenir dans cette existence qui est horrible, tu as beaucoup plus de chances de devenir addict que si tu te dis j'en prends quand j'en ai envie, ça m'aide de temps en temps, ça me fait prendre du plaisir, mais là du coup je gère ma consommation. L'addiction, pour la réduction des risques, c'est une consommation pour laquelle tu voudrais arrêter et tu peux pas. Donc là, c'est vraiment basé sur l'usager et pas sur un pouvoir médical qui dirait « Ah, mais là, c'est telle dose ou c'est telle régularité et donc vous êtes addict ». C'est vraiment l'usager qui témoigne du fait qu'il ne peut plus s'arrêter. J'ai l'impression que c'est le truc un peu que tu dis facilement sur à partir de tant de verres par semaine, t'es alcoolique, etc. En fait, et ça tu te mets à compter, t'es en mode... Parce qu'en fait, c'est là que c'est intéressant, c'est que en fait, tu as deux choses, j'ai l'impression, c'est que tu as... C'est bien entendu de dire l'addiction, c'est quand toi, tu voudrais arrêter quelque chose que tu n'arrives pas à arrêter. Il y a des gens qui vont considérer que l'addiction, c'est quand la personne en prend très régulièrement. D'autres qui pourraient dire aussi que même si tu veux pas arrêter, c'est quand tu commences à avoir des effets physiques sur toi. Parce qu'à un moment, il va falloir qu'on parle un peu de l'alcool. Oui. Par exemple, l'alcool. Quand le fait d'arrêter te fait... En fait, le fait de ta consommation te détruit ta santé. Ah, ok, oui. De prise régulière que l'alcool, tu vois. Oui, que ça devient un poison et puis ça te tue à petit feu, quoi. Genre l'héroïne jusqu'à un certain stade, tu vois, genre si tu consommes énormément, de fait, ça peut t'amaigrir, tu vois, bref, et toutes les drogues, tu vois, genre c'est. Oui, mais comme on dit, le poison, c'est la quantité, quoi. C'est ça la dépend. Quantité, la régularité. Ouais, c'est ça, il y a plein de cas, quoi. Et puis le contexte social, encore une fois, hein, parce que tu as des gens qui consomment de l'héroïne très régulièrement, en grande quantité, mais qui font partie de la bourgeoisie et qui vont bien dans leur vie, tu vois, et qui, du coup, tomberont jamais dans parce des... que c'est ça, mais surtout quand si tu te nourris bien. Mais oui, non, mais je parlais du guitariste des Rolling Stones, le mec il a dit que il a consommé de la coke pendant 50 ans. Mais oui. 90 balais bientôt, il bouge pas, tu vois, bon, il a des rides, quoi, c'est tout, tu vois, et tu te dis, genre, hormis une bonne santé, une bonne alimentation, le fait d'avoir des soins, tu vois, genre un travail qui te plaît, un travail qui est pas aliénant, tu vois, tout ça, ça compte. Non, mais le travail, c'est évident. Le travail, c'est vraiment un aspect hyper important dans l'addiction. Moi, j'ai envie de poser une question, parce qu'il y a des gens qui demandent dans le chat, c'est quoi... comment on détermine un profil plutôt addictif et tout ça. Et moi, en fait, juste, j'ai envie de poser la question. Moi, je pense que je fais très attention à moi parce que je pense que j'ai un profil addictif, notamment parce que j'ai un problème de nervosité générale, dans le sens où j'ai toujours besoin de faire quelque chose de mes mains ou de mon corps ou de le bouger. Et du coup, j'ai des problèmes de dermatophagie, tu vois, c'est quand on se bouffe et tout. Et du coup, je sais que n'importe quelle substance qui me permettrait de passer à un état où ça apaise ce truc serait beaucoup trop addictif pour moi, donc j'essaye d'éviter. T'as pas un profil addictif. Prendre des psychédéliques du coup, pour essayer de régler ce problème.
C'est ça. prendre des psychédéliques pour régler le problème. Des psychédéliques qui sont pas addictifs, du coup, tu J'aimerais peux bien. pas. Mais je saurais pas te répondre. Moi, je suis pas du tout médecin, donc je peux Ouais, pas. donc tu saurais vois, pas dire s'il y a des profils. Et par contre, il y a des profils qui sont addictifs et il y a des gens qui sont pas du tout addictifs. Il y a des gens qui peuvent prendre de l'héroïne et qui deviendront jamais Mais il y a dépendants. des, ou il y a du des, crack ou de il y a des grands l'alcool. symptômes, des grandes lignes, tu saurais dire ou pas? C'est trop dur. Non, hein. non, non, Franchement, C'est vraiment faut tester quoi. Bah, c'est ça, en fait. Et- T'incites pas, mais. Après, il semblerait que T'auras la dans réponse certaines que comme substances, notamment la cocaïne, il y ait des trucs génétiques. Donc on peut vraiment voir une personne qui pourrait devenir dépendante. D'accord, ok. Mais là, il faudrait faire des tests du coup sur ton cerveau. Enfin, tu Je pense vois. que c'est en rapport aussi. Enfin, tu vois, par exemple, la consommation de drogue chez les TDA, ils ont souvent un rapport addictif. Mais est-ce que c'est des gens qui sont un profil addictif ou c'est juste que la drogue est tellement efficace pour canaliser ton TDA que c'est des gens qui ont tendance à en prendre plus parce qu'en fait, ça marche vraiment bien. Ouais. Là, c'est est-ce que le TDA rend addict ou est-ce que la drogue est un outil tellement puissant pour le canaliser que ça Mais fait, c'est tu même vois, plus une c'est l'œuf question ou la, tu vois, d'addiction, l'œuf ou mais la juste de poule, tu vois, Ouais, tu sais et pas ce qui- derrière, peut-être que c'est aussi juste la société qui fait qu'une Voilà. personne TDA, elle va souffrir de sa son- spécificité, Oui. alors que si elle était dans une société qui lui permettait Qui d'être était- comme ouais, elle qui est, était pas eh ben, elle n'aurait pas psychophobe. du tout besoin de Ouais. consommer ces substances, tu vois. Ouais. Donc il y a ça aussi quand même Mais, derrière. et justement, en fait, je suis en train de réfléchir en direct. En direct. Mais est-ce que finalement, cette recherche du profil addictif, c'est pas une intériorisation de la prohibition au sens de responsabilisation individuelle du développement de l'addiction et on sort de l'étude du contexte même Ouais. socio-économique, Ouais. enfin, tu sais, voilà. Ouais, moi, ça me paraît, ce que tu dis, ça me paraît évident, mais le truc, c'est que, en fait, moi, je trouve que la drogue, moi, c'est un peu bébête, mais avoir le truc de chaque usager de drogue est différent, moi, j'y crois vraiment, quoi. C'est Ok. que je trouve ça dur d'essentialiser une pratique, un profil, des trucs et de faire des généralités sur la drogue me paraît souvent, mais ça n'empêche pas que tu as quand même des grandes règles, des grandes lignes, tu as des connaissances qui peuvent être vraies, tu vois, mais sur ce truc de moi je sais que j'ai un profil addictif, ça me paraît réfléchir comme ça me paraît con. Mais je pense que à un moment donné, je ne crois pas, je pense que ça existe des gens, peut-être que je suis pas médecin, hein, mais j'ai l'impression que, comme tu disais, l'addiction, les objets de l'addiction souvent sont extérieurs, quoi. Le travail, la dépression, en fait, il y a tellement... Et Ouais, le qu'en fait, mal-être de manière générale. comme tu quoi. dis, c'est qu'en fait, pour moi, plutôt, on individualise, même au sens biologique, ça veut dire que la raison pour laquelle tu es accro, c'est pas que tu as un travail de merde et que ça t'a permis de tenir, c'est qu'il y a un truc dans ton corps qui fait que tu es fait pour être accro à une drogue, tu vois. Et du coup, comme tu disais, ça va vraiment, je pense que tu as vraiment raison de dire que c'est le meilleur moyen de ne pas regarder les autour et de ne pas avoir une vraie discussion sur pourquoi les gens qui bossent dans la restauration prennent plein de coke. Est-ce que c'est tous des profils addictifs ou est-ce que c'est un taf où on te demande des performances tellement vénères que la coke est un outil hyper pratique et qu'en plus il y en a beaucoup accessibles dans ces endroits-là, etc. Tu vois, genre c'est... Ouais. Voilà, Oui, quoi, il genre, y a des gens qui disaient ça rejoint la critique anti-psy. Bah, en fait, oui, c'est la même base. C'est que c'est l'intégration de, comment dire, de la responsabilité individuelle de tes troubles mentaux aussi, qui te fait te diriger vers la psychiatrie comme une réponse à l'amélioration individuelle et qui n'est pas outillée du tout pour comment dire, étudier le contexte et tout ça. Ouais, puis est-ce même que tu peux soigner les gens dans le favoriser- capitalisme, quoi? Non, Ouais. cette question-là. quoi. Même Tu peux les aider à favoriser la tenir, capacité d'agir. Parce que si on te dit, si tu prends de l'héroïne, tu vas devenir forcément dépendant. Quand tu commences à voir que tu deviens dépendant, bah, tu as le truc de dire, bah oui, mais on m'avait prévenu en fait. Donc je peux pas lutter contre ça. J'ai pas de même- clés pour pouvoir lutter contre ce phénomène-là. En réalité, Oui, genre, tu t'es les as, foutu, mais quoi, le ouais. discours, voilà, il t'empêche de savoir que tu as cette capacité Oui, c'est vrai d'agir. aussi. C'est que presque il y a un truc où tu concèdes à la pire manière de prendre de la drogue, on va dire, pour le dire comme ça, de te droguer, parce qu'on t'a dit que c'était la seule manière de faire. Alors que si on t'avait appris que si tu faisais attention à tes dosages, que tu avais une réflexion sur ta prise de drogue, peut-être que ça t'aurait permis d'éviter ce moment-là, quoi. Ouais. Et Oui. ces apprentissages, je les trouve super importants pour ça, pour savoir que tu as un contrôle sur toi, que tu es capable, dans la majorité des cas, de pas tomber dans l'addiction et de changer des trucs dans ta vie qui vont te permettre de lutter contre ça. Et c'est aussi des apprentissages qu'on fait pas sur comment te comporter quand tu prends des prods. En fait, il y a plein de gens, quand ils prennent de l'alcool ou de la MD, tout à coup, ils sont désinhibés
et plus aucune norme sociale ne marche, enfin n'a d'importance pour eux. C'est le cliché des gens qui vont être trop tactiles. On avait parlé une Oui, fois oui, dans on mon en avait chat, parlé, qui vont se voilà. sentir trop autorisés. Qui vont te Moi, je déteste, traumater, oui, voilà, pendant d'y des raconter heures, dans toute les leur heures, vie comme pendant ça, Moi, je exactement. déteste les gens qui prennent de la MD. Oui, pareil. Je déteste Mais aussi. tu c'est Tu la les bizarre. justement, détestes pour moi, pas parce qu'ils prennent de la MD, mais parce qu'ils s'autorisent des trucs, parce qu'on leur a pas C'est ça. appris à dire ferme ta gueule. En fait, quand tu prends de la MD, tu dois pas dérouler toute ta vie comme ça pendant 2 heures à faire des tunnels aux gens, en fait. Bah mais oui. ça, c'est des apprentissages qu'on doit faire. Et d'ailleurs, en teuf, c'est des apprentissages qui se font un peu plus que dans les clubs ou tu vois, dans le grand fou. public, on va dire. Après, je suis pas d'accord parce que si tu ouvres une chaîne Twitch, c'est rentable. Non, Oui, parce que t'es bien sûr. insupportable. Mais dans les relations Oui, aux il y a autres, des gens c'est pas insupportables pareil. qui ont réussi sur Twitch. C'est vrai, t'as raison. Mais, Mais parce ça, que- c'est vraiment un truc important à dire aux gens. On en avait parlé avec Ilyes. apprenez à- Apprenez en à fait, vous comporter. C'est ça, parce que Ouais. en fait, la drogue, qui est un peu une raison de ne pas devenir se un poser de connard. questions sur ses comportements, c'est Ouais. un vrai problème. Quoi. Ouais. Genre, à un moment donné, vous pouvez. Enfin, c'est pas vrai que tu ne peux pas. Moi, le truc de la drogue qui te contrôle, j'y crois pas. Mais non, pas Ça du veut tout. dire que Pas du ça tout. désinhibe, ça crée. Enfin, tu vois, Les genre, mecs bien qui sûr que deviennent violents tu peux être sans un peu trop alcool. excité, Ouais. un peu chiant et un peu trop parlé, on est Le d'accord. cliché de Mais ce il y a- n'est plus lui qui parle, c'est la drogue. Voilà, c'est ça. Exactement. Genre, Mais ah, sur la violence, c'est très percutant. T'es pas violent parce que t'as bu de l'alcool, t'es violent parce que t'es violent. Comme on C'est dit, ça. in vino veritas, quoi. Genre, c'est... c'est ça. Mais ça, c'est le truc, et surtout, c'est un truc qui déresponsabilise de ça, tu Complètement. vois, genre qui est- Complètement. Et surtout, ça rentre dans la tête des gens que quand ils sont sous drogue, Ça les autorise. Autorisé, ouais, ouais. c'est ça. Ça veut dire que, enfin, tu vois, genre il y a Ils des vont fois dans parfois la aller vie. rechercher ce truc-là où ils se sentent tout permis, justement, pour se déresponsabiliser eux-mêmes de ce qu'ils peuvent faire. C'est ça. Et les gens, bah, surtout que les gens qui parlent trop et qui sont un peu chiants dans la vie, sans se droguer, vous êtes capable de dire ah oui c'est bon tu me saoules. Bah c'est pareil avec la drogue quoi. Genre t'as le droit Ouais. de. Ouais, ouais. t'as le droit- Mais après moi c'est Éduquez-vous mon jeu entre potes, préféré. c'est ça. Mais malheureusement, on ne peut pas s'éduquer car c'est criminalisé et que ce n'est pas bien de se droguer. Mais Est-ce voilà, que c'est tu- ça. Et que, Et- que moi, je trouve le vrai truc, en fait, pour moi, la culture du secret autour de la drogue aussi est le vrai problème. C'est que, en fait, pour pouvoir avoir des consommations raisonnées, pour en parler, il faut avoir des espaces de liberté pour pouvoir dire ta consommation. Et que, en réalité, notamment les opiacés et même les benzos, donc le Xanax, etc., le fait de beaucoup prendre de médicaments et les effets que ça a sur toi, tu es obligé de les cacher, t'en parles à personne, et ça devient d'autant plus problématique parce que ça te renferme d'autant plus, c'est que tu prends beaucoup de cachetons, ça te rend parfois dysfonctionnel, t'oses pas dire aux gens que c'est à cause de ça que tu es dysfonctionnel, du coup tu restes enfermé chez toi et tu culpabilises d'être dysfonctionnel à cause de ces cachetons-là, et du coup tu prends plus de cachetons pour oublier la culpabilité que tu as d'en avoir pris. Alors que si au départ, tu avais une consommation qui était plus contrôlée, tu pouvais en parler, que tu te permettais un peu plus de vivre ce truc-là, tu t'en viendrais pas à ce truc-là parce qu'à un moment donné, il faut pas mentir aussi que des fois, la drogue rend des gens dysfonctionnels. Genre, c'est de fait, t'as des gens, c'est vraiment des sales drogués, où ils sont chiants. Non, mais faut le dire, tu sais. Non, mais des fois, t'as vraiment des gens où ça les rend cons, ça les rend, ils font plus rien, ça les paralyse. Enfin, c'est la réalité, quoi. Mais ces gens-là, c'est pas la drogue qui fait ça, c'est qu'il y a d'autres choses dans leur vie. Ils vont mal, ils ont personne avec qui en parler, on leur a jamais dit qu'ils pouvaient peut-être réussir à le faire mieux. Enfin, genre ça, et ça, le tabou crée ça, en fait. Ou vraiment. alors, ils ont besoin de se construire une discipline dans leur rapport à la consommation. Bah, c'est ça Des aussi, fois, c'est que. Voilà, de fou. à trop extérioriser aussi les conséquences individuelles, bon, parce que Ça, de fou. bah oui, genre des fois c'est de la discipline quoi. C'est Mais ça. dans le sens où moi j'ai connu des collectifs d'artistes où ça s'envoyait des tarpés chargés comme pas possible et après ça allait souder des trucs, ça allait travailler de la matière, des trucs dangereux, tu vois, mais ils étaient déter. Mais c'est parce que c'est tout, c'est un apprentissage aussi. Ouais. Mais en fait faut de faire fou. une balance entre oui, effectivement, il y a des contextes socio-économiques qui te poussent à être un peu une merde dans ta consommation, mais après il y a aussi un apprentissage. C'est Deleuze dans l'ABCDR, il a dit moi la drogue je suis pas contre, mais tant que ça rend pas dysfonctionnel, à partir du moment où ça rend dysfonctionnel, Ouais, ça- j'arrête. Alors que lui, Son- tu vois, je savais qu'il était accro à l'alcool comme pas possible et que. Oui, mais Du son, coup, son terme c'est de dire il y a rien à envier chez une loque. Oui, voilà, c'est ça. Il y a- Une loque, c'est pas beau. Droguez-vous les enfants, mais Après, je suis sûr que c'est pas. Respirateur avec des Oui, ondes voilà, de- c'est Oui, ça. c'est ça. Et je suis sûr qu'il avait pas la bonne couette. Oui. Genre, il aurait la bonne couette. oui, mais d'ailleurs, lui, moi j'ai envie de te poser la question. Il y a un peu, alors je vais peut-être mal la retranscrire, du coup c'est pas une bonne idée, mais il dit chez l'alcoolique, le truc qui est important, c'est le dernier verre. C'est ce truc d'essayer toujours de jouer avec la limite Non, de c'est l'antépénultième, il dit. Je crois. Vas-y, vas-y. L'avant-dernier. C'est l'avant-dernier verre. l'avant-dernier verre. Oui, c'est genre, ça. et je sais plus exactement comment il explique, mais c'est ultra beau. En fait, c'est de trouver le seuil où
tu consommes jusqu'à ce que tu sentes que le verre de plus ferait que tu t'écroules. Et t'essayes sans cesse d'étirer ce voyage. Voilà. Et il y a toujours ce risque, tu joues toujours avec le verre juste avant le verre de trop. Ouais, de savoir identifier l'avant-dernier verre. Bah oui, mais ça, tu peux le faire sur toute la drogue, quoi. Genre, c'est justement ce truc-là mais c'est ce qui est beau dans la consommation, quoi. Ouais. Oui, parce que en fait, je voulais faire une transition tout à l'heure. Pardon, excuse-moi. Mais c'est aussi sur la répression aussi a évolué. On a vu de plus en plus, parce que pour moi, c'était ça allait sur le truc de l'addiction, où il y a une individualisation de plus en plus du rapport à la consommation au travers de on va chercher qui a un profil addictif, etc. Et on voit que dans la répression aussi, il y a de plus en plus de répression envers les consommateurs. Notamment, c'était Darmanin avec le cannabis qui avait commencé à mettre des amendes forfaitaires, etc. Ouais, les joints ont le goût du sang, etc. Et on voit aussi que dans cette répression-là, il y a une évolution. Je ne sais pas si tu as vu, parce que déjà, je ne savais même pas que la France était la première à interdire les psychédéliques. Mais en fait, est-ce que tu as étudié un petit peu cette évolution aussi dans la prohibition et dans qui est-ce que la prohibition va viser ? Alors moi, j'étudie pas du tout ces aspects-là de criminologie, parce que moi, c'est vraiment que l'usage médical que j'ai étudié vraiment jusqu'à présent. Mais effectivement, cette responsabilité sur l'individu là qu'on voit ces dernières années émerger, elle est dramatique parce qu'elle va à l'encontre de tout le mouvement. Dans tous les pays occidentaux, on est en train de dépénaliser. La majorité des pays européens ont dépénalisé le cannabis, par exemple, et nous, on va complètement à l'inverse de ce processus-là. Donc c'est assez flippant en fait de se dire que là, le gouvernement français, malgré toutes les études qui montrent que la prohibition, comme on a dit au début, elle est dangereuse et elle est improductive, on va vers ça, et on va vers ça en pénalisant de plus en plus les usagers, en posant cette responsabilité-là, et sans penser, le truc de vous avez du sang sur les mains si vous consommez de la cocaïne ou du cannabis parce que c'est des substances interdites. Bah là, il y a eu un procès il y a quelques semaines ou quelques mois de personnes dans des vignobles qui avaient mis en esclavage des gens qui sont morts dans des conditions de travail dans lesquelles ils ont été mis, dans la production de champagne. Bon, bah ça, on n'en parle jamais, en fait, et on relie jamais, on n'accuse jamais les gens qui consomment du champagne à Noël d'avoir du sang sur les mains pour ça. Donc, c'est quand même hallucinant de voir que la France, il y a toujours ce décalage. Et d'autant plus qu'il y a un truc que tu disais tout à l'heure et que j'étais absolument pas au courant, mais c'est aussi que, on a parlé vite fait des nouveaux produits de synthèse, mais on peut un petit peu plus aller là-dessus, c'est que, y compris cette prohibition, le fait que donc à chaque fois, tu as des nouvelles substances qui apparaissent, des nouveaux composés, etc., et dont la prohibition empêche même l'étude. Genre que même on ne peut même pas étudier, et qu'en fait, même pour la recherche, la prohibition est un problème, quoi. Ouais, bah il y a comment il s'appelle, David Nett, qui est le plus grand neuropharmacologue, qui a étudié, je ne sais pas si les gens connaissent le graphique de la dangerosité des drogues. Là, il est trop bien, ce graphique. Le tabac est tout là-haut. L'alcool qui est en premier. Ah oui, pardon. L'alcool est vraiment en premier. C'est la substance psychotrope la plus dangereuse. Le tabac est assez haut. C'est la pire substance. Mais moi, quand je l'ai regardé, quand j'étais plus petit, j'étais persuadé de voir l'héroïne, parce que pour moi, tu sais, l'héroïne, c'est la drogue aux États-Unis, blablabla. Mais non, en fait, et par exemple, l'alcool, tu peux mourir si tu fais un sevrage. Tu peux pas mourir d'un sevrage d'héroïne. Donc ça montre qu'il y a vraiment une dangerosité qui est très forte dans l'alcool. Moi, je dirais là où l'effet se dilue aussi, c'est que l'alcool, de la manière dont il est commercialisé, permet, alors pour les alcooliques c'est autre chose, mais permet quand même de se situer dans le dosage. C'est-à-dire qu'on peut choisir son dosage, et bon, après pour un alcoolique qui juste est contrôlé, tu vois. Mais c'est parce qu'il y a aussi eu une réglementation, une réglementation et une mise en tradition aussi de la consommation d'alcool, où tu sais lesquels ont moins de pourcentage. Et ce qui est fou, c'est ça. C'est-à-dire que tu pourrais avoir des tas de petits gâteaux à 10%, à 20%, à 30%. Ouais. Et tu choisirais, tu dis bon, ce soir je vais pas faire des folies, je vais prendre un petit gâteau à 5 et voilà. Ou tu pourrais avoir des bars où tu tapes ta coke plutôt que de la taper sur les chiottes du bar qui sont dégueulasses. Enfin, tu vois, il y a plein d'idées comme ça qu'on pourrait faire si on légalisait, évidemment. Et du coup, ce neuropharmacologue là, il parle du pire cas de censure depuis Galilée pour les NPS, donc les nouveaux produits de synthèse, toutes ces substances qui depuis les années 80 sont inventées par des chimistes pour contrevenir à la prohibition. Parce qu'il explique que non seulement on ne peut pas, dès qu'elles arrivent un peu aux oreilles des médias, des politiques, des instances de santé, elles sont interdites immédiatement. Panique morale instant. Ouais. Et du coup, on ne peut pas les étudier pour leur dangerosité. Donc ça, c'est déjà un scandale sanitaire. Ça veut dire que les gens qui les utilisent, ils ne peuvent pas savoir si c'est dangereux ou pas. Même d'un point de vue prohibitionniste, c'est con. C'est ça. Et en plus, on ne peut pas faire de recherche scientifique dessus. Donc on se prive potentiellement
de plein de substances. Il y en a des milliers qui sont inventées chaque année, de plein de substances qui peut-être seraient les médicaments les plus importants des prochaines décennies. Donc c'est vraiment un très gros scandale, cette situation de prohibition qui se maintient sur ces nouveaux produits-là. Et qu'est-ce que, peut-être que tu n'as pas de réponse, hein, mais qu'est-ce que tu penses que politiquement, un parti de gauche comme la France Insoumise, par exemple, devrait faire sur ce sujet-là? Est-ce qu'il y a des revendications à faire? Après, peut-être que tu ne veux pas parler de ça, mais est-ce qu'il y a des revendications à faire? Et est-ce que tu penses que ça serait entendable? Est-ce que c'est même possible d'aller... C'est pas entendable, c'est pas portable politiquement pour l'instant. Compliqué, ouais. Ouais, en fait, il y a déjà la gauche qui a essayé, les socialistes qui ont essayé avec le cannabis en 98. Les Verts aussi qui étaient les Verts à une époque, peu, ils étaient très légalistes. Après, bon, Mais ceux qui étaient les plus proches, c'était vraiment Jospin et Kouchner en 98, là, qui étaient vraiment proches de légaliser le cannabis à ce moment-là. Et ils se sont pris un tollé médiatique vraiment énorme. Jospin en a subi les conséquences un peu. Ouais. C'est Kouchner qui a réhabilité la morphine déjà dans les années 90. C'est lui qui a fait ça. Parce qu'il est médecin, il est un peu moins con. C'est surtout parce qu'il s'est fait opérer de la hanche. Et qu'il était à l'hôpital et on ne voulait pas lui donner de la morphine parce qu'il y avait ce système de morphinophobie où pendant tout le XXe siècle, on a pu donner de morphine quasiment dans les hôpitaux. Donc il était opéré, il souffrait de ouf. Ah ouais. Il a fait appeler la personne de garde pendant la nuit en disant « mais là, vous m'administrez de la morphine maintenant tout de suite ». Le mec, il a dit « bah non, sur votre prescription, il n'y a pas de morphine, je ne vous en donne pas ». Alors du coup, il a fait appeler le directeur de l'hôpital en disant « bah attendez, je suis le ministre de la Santé, vous déconnez, vous n'allez pas me laisser comme ça ». C'est pratique. Et le directeur de l'hôpital, il lui a dit « je peux pas, vous êtes ministre de la Santé, si je vous donne de la morphine et qu'il se passe un truc, c'est pour moi, donc je vous en administre pas ». Et c'est suite à cette expérience personnelle, je l'imagine moi dans son lit comme ça. À être en mode je vais pas passer le truc dès que je sors de l'hôpital. Même pas une petite intra, même pas un peu de topalgique, c'est horrible. Et très souvent, c'est ça, très souvent, c'est l'expérience personnelle qui fait qu'on fait évoluer la législation. Parce que tu te rends compte de l'absurdité du truc. De la bêtise. Ouais. Ouais, mais du coup, politiquement, trop dur. Voilà, politiquement, pour l'instant, on est dans une situation où un parti qui porterait vraiment une évolution de la loi serait perçu par toute une partie de l'électorat comme un parti qui en a plus rien à foutre de la société, qui veut juste faire de l'argent, tu vois, un truc mercantile. Et donc, ça passerait pas. Ça serait vraiment se tirer une balle dans le pied tout de suite. Il faut attendre qu'il y ait quelques générations qui ont vraiment été matraquées par la prohibition, qui décèdent, qui laissent la place à des nouvelles générations qui sont plus nuancées sur le sujet. Et d'autant qu'il y a des... non, si vous voulez dire mais du coup, j'ai oublié, on a fait une bataille de regard pour la parole, mais on ne l'aura pas. C'est pas grave, vas-y, Casson. Vous voulez parler des deux? Oui, mais non, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui parlait de cheat et tout. Moi, par exemple, non, mais qui disait on parle pas assez de cheat. Mais moi, j'aimerais bien la légalisation, précisément, et c'est là que c'est intéressant, c'est pour l'effet inverse que ceux à quels les réactionnaires s'attendent, c'est que moi, du shit, j'en ai consommé depuis mes 14 ans. J'ai pris des trucs, des fois ça m'éclatait la tête et tout, et justement je sais que j'aime pas ça. J'aime bien consommer un truc assez doux qui m'accompagne le soir et tout. Et précisément, j'aimerais bien que ça soit légalisé pour être sûr du dosage. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire à l'américaine avec que des trucs trop puissants. Exactement, on en a parlé tout à l'heure, c'est vraiment le drame qui se passe là dans les pays nord-américains, c'est que les seuls trucs que tu peux acheter, c'est des trucs ultra dosés. Et du coup, ça normalise un truc pour les premiers usagers, que c'est à ces doses-là qu'il faut consommer le cannabis, alors que pas du tout. Et on a des premiers cas... Ça s'appelle déjà quand il y a des croisements de plantes, tu sais, il y a la nati et... Après, il y a un nom. Non, pardon, peut-être. Non, tu vois pas. Parce qu'il y a un nom carrément pour les croisements de plantes où justement, tu sais, c'est sativa mélangé avec je sais pas quoi et c'est archi fort et tu sais que. Ça, je connais pas. Je vais pas en expert. Mais le chat, vous allez l'avoir. Le chat. Légaliser, ça permettrait d'avoir un contrôle sur la qualité. Moi, je dis qu'il faut même nationaliser. Parce qu'il faut qu'on ne puisse pas faire de marketing sur les produits, tu vois, qu'on ne fasse pas des produits avec des jolies couleurs, avec des super noms, tu vois, qu'il y ait juste la substance, tu veux consommer tel truc, tu sais exactement ce qu'il y a dedans et on te la donne. Donc toi, tu es pour légaliser, mais paquet neutre. Ouais, mais du coup, ça veut dire que tu peux pas avoir de... Moi, ce que j'aime pas dans ton idée, j'en avais parlé avec Léoman, notamment par rapport au cannabis et au shit, c'est que je pense que tu empêches la possibilité d'un foisonnement même gustatif sur la question du shit et de la weed. Ça veut dire que moi je trouve que faire la course au dosage est ridicule, même si je ne suis pas compte qu'il y en ait de la forte pour ceux qui aiment ça. Mais par contre, créer une diversité de goûts, ça n'empêche pas en fait. Mais oui, toi tu serais en mode on pourrait avoir plein de sortes différentes, mais sans avoir un truc marqué. C'est comme pour l'alcool, t'as la bière et le vin qui est en rayon, et t'as l'alcool fort qui est derrière le vendeur. Tu vois, t'as un truc de, il y a quand même une
quand tu vends de l'alcool plus fort, c'est une législation différente, Oui. etc. Non, mais même là, ce que pour dira, les c'est une cascades. diversité de produits et une créativité aussi, de ne pas Ouais, se c'est ça. limiter, de Ouais. pouvoir créer des nouvelles sortes de weed, par exemple. Ouais, Mais ça, c'est ça. moi, dans le système imaginatif que j'ai, les gens, ils pourraient planter chez eux, par exemple. Mm. Tu vois Mm. Et ils pourraient planter du cannabis, mais ils pourraient planter du pavot à opium s'ils ont envie. Tu vois Mm. Ouais. Vraiment, les individus seraient libres de faire ce qu'ils veulent avec les substances tant qu'ils ont les bonnes informations pour le faire de manière Oui, sûre ça s'ils implique ont une envie. politique de santé publique. Et du coup, après, tu pourrais découvrir des nouvelles variétés et les mettre sur le marché, mais simplement, tu fais pas de publicité. Non, mais tu en fais sortir pas... la vente du capitalisme, quoi, globalement. Ouais, ouais. ouais, c'est ça. Parce que sinon, ça crée ces trucs-là états-uniens horribles où maintenant, c'est des weeds surtransformés. Moi, Oui, les c'est la trucs de loud, Ricard, le là, terme. je ne peux pas Et puis le pire, c'est que tu vois des sportifs américains fonctionner avec des labos privés qui justement font ces bœufs-là. Et tu sais, en Californie, par exemple, tu vois, tu te retrouves avec des basketteurs qui disent « Waouh, mais cette bœuf est incroyable, elle a augmenté mes performances sportives, tu vois. » Donc, enfin, tu vois, peut-être que le cannabis peut t'aider dans tes performances sportives, je sais pas, tu vois, je vais pas m'avancer. Mais tu vois qu'il y a en quand même récup, un peut-être enjeu que ça commercial aide. de Bah oui. zinzin, tu Bah vois. oui, qui... oui, oui. Oui, Ça. oui, oui. Parce que moi, par exemple, moi, c'est mon gros drame par rapport au shit, c'est que moi, je rêverais, le shit est beaucoup trop fort. Moi, ce que j'aime pour les gens qui fument du shit, c'est les joints où il y a beaucoup trop de shit, hyper gras, avec un goût hyper puissant. Mais le problème, c'est qu'avec les shit d'aujourd'hui, tu fais ça, mais je suis couché, en fait. Moi, j'aimerais bien un truc qui a ce goût-là, mais qui a un dosage en THC beaucoup plus faible pour pouvoir avoir ce plaisir qui tapisse la Ben, bouche du goût, Et d'ailleurs, comme un cigare ou quoi, mais ne pas, quand je fume ça, me retrouver 6 pieds sous terre et là, en ce moment, tu as systématiquement. tout un quoi. discours de respectabilité qui est en train d'émerger, on va dire, chez les consommateurs de shit. Je sais pas comment décrire le truc, tu vois, mais en mode, justement, là, il y a un problème de maladie mentale lié à la consommation de cannabis. Je sais pas si c'est vrai, mais apparemment, ce serait lié au fait qu'en génération en génération, genre, on va dire que la puissance, le taux de THC est plus fort, et donc, du coup, genre, la pratique est plus violente, et en même temps, moi, tu sais, je suis aussi en mode, peut-être que c'est... Enfin, oui, non, je sais pas. Mais si, mais Non, finis mais en fait, je sais Pardon. comme ça, Tout le t'auras monde vu à quoi ça pardon, ressemble. désolé. Non, mais en plus, c'est On genre, t'écoute, t'as on est l'impression de pas être clair. intéressé, Ce qui te rend pas clair, c'est le fait de De couper la phrase. Mais du coup, non, mais je sais pas, je me demandais si. Enfin, tu vois, c'était vraiment des évolutions du produit parce qu'en France, c'est pas les États-Unis, tu vois, ça reste illicite ou si c'est aussi peut-être les modes de consommation liés au quotidien, à la société, le fait que peut-être que les gens sont peut-être plus déprimés liés à leur travail. Enfin, tu vois ce que je veux dire, Voilà, qui les bah, c'est rendent ça. Oui, fous oui, oui. ou plus que le fait qu'ils ont fumé un produit qui est nouveau, tu vois. Est-ce que peut-être que l'Afghan dont on parlait il y a 30 ans dans les films, peut-être qu'il était tout aussi fort que celui d'aujourd'hui? Parce que c'est Alors un non, il y a vrai débat. vraiment- Il y a Non. vraiment des variétés qui sont beaucoup, Ok. beaucoup plus dosées. Je crois que le taux, il a doublé depuis 2010. Ok. Donc c'est vraiment Oui, c'est énorme, énorme. c'est exponentiel, c'est énorme. Et on a des études, mais qui sont très controversées, qui disent que effectivement ça crée des troubles psychotiques qu'on n'avait pas avant. Mais comme tu l'as dit, comment tu distingues le fait de consommer une substance des conditions sociales qui s'aggravent aussi sur la même période, Mmh. tu vois. Donc ces études, elles sont très controversées. Il n'y a pas du tout encore de consensus scientifique pour l'instant sur ces questions-là. Ok. On saura peut-être un jour, mais pour l'instant Attends, non. Par mais contre, ce qui est sûr, et- c'est que les pardon. doses sont vraiment C'est ça, de les plus gens en ils plus disent Raz aime le shit coupé des années 2000. Déjà, pas du tout, parce que le goût du shit aujourd'hui, je l'adore. Moi, je ne vois pas pourquoi on pourrait pas créer un shit qui a bon goût et qui éclate pas la tête comme ça. Je sais que vous êtes à un niveau de... Et je dis pas qu'il faut Il faut de tout, interdire en le fait. shit que Ah pour oui. vous. Ouais. Moi, je suis chaud que vous Ouais. ayez votre 3 fois T'as filtré des Gogolito. bières à Bah quatre, oui, t'as des bah bières à oui, neuf, Vous, genre, voilà. genre c'est... Mais moi, c'est le même pareil avec le vin. Oui. Moi, genre, j'adore le vin. Moi, l'alcool, l'alcool, j'aime vraiment pas ça. J'aime vraiment pas les effets de Sauf l'alcool. le hard kombucha. C'est ouais, Moi genre, non plus, le hard je kombucha. J'ai découvert le hard kombucha à la Le picha station, avec c'est ça, un je immense peux banger. C'est du kombucha à 6 degrés, c'est incroyable. Bref, mais viens en Égypte avec moi. Bah, Et le CBD, ultra ça chaud. pue la merde, arrête. Genre, non, mais le CBD, bref. Ça pue Mais la merde. le shit, les gens, la weed CBD, je pense que tu as des trucs exceptionnels niveau goût. Je n'ai jamais fumé un shit de CBD avec du bon goût pour l'instant. Ça, Oui, on m'en a oui, jamais oui. J'ai trouvé. jamais fumé du Je- CBD tout court. Je, Jamais, non, jamais. pour l'instant, j'en avais pas trouvé. Mais c'est pour ça que ce que tu dis, à un moment donné, la diversité, en fait, plus tu crées des options, plus ça permet d'avoir des consommations, pour moi, qui sont réfléchies. Et C'est- cette diversité, elle est dans les produits, mais elle est aussi dans les consos que tu fais. Moi, je suis persuadée que si on légalisait toutes les substances, bah, il y aurait une fois une soirée, tu prendrais de l'alcool, il y aurait une fois une soirée, tu prendrais de la K, une fois tu prendrais de la MD, et tu te dirais pas, c'est ma soirée, il faut que je prenne tout Oui. d'un coup, tu vois. Ah, Comme Tu mélanges tout, tu aurais beaucoup plus de liberté pour te dire, bah, ce soir, c'est une soirée K. Même le je côté de prends on pas m'offre d'alcool ça, je avec. peux pas dire non parce que peut-être que la prochaine fois. J'en on- aurais on pas, pourrait- exactement, Ouais. exactement. Je Ouais, suis c'est sûre clair. de ça. Et puis,
les gens, enfin, je trouve que du coup, l'illégalité crée les modes de consommation. On en a déjà parlé, pareil, le mode de consommation en soirée. Ça, on pourrait faire tout un stream sur ce sujet-là. Ouais, on va passer à Sur la la suite. drogue festive, on va passer à la suite, mais il y aurait beaucoup de choses à dire aussi sur ça. Pour moi, l'illégalité crée les comportements les plus problématiques Ouais. par rapport à la drogue en soirée, Mmh. quoi, surtout sur toutes les drogues. Enfin, bref. Mais là, ça va être. Tu veux qu'on Mais passe à la tier list? Ouais, c'est vas-y, ça on va parce que là, il non. commence à être un peu Mais tard. on est perdu dans le Mais temps. non, mais, c'est non, mais trop surtout bien. que la tier Oui, list la va nous permettre de discussion est parler. incroyable. C'est trop Non, mais On en va en plus- reparler pendant la tier list en plus. Oui, parce que justement, la tier list va nous permettre de parler des produits. Mais juste justement. Donc, si on veut en continuer- conclusion, du coup, juste vite fait, où est-ce qu'on peut suivre ton travail de la meilleure manière? Tu préfères C'est quoi gentil. qu'on donne? Oh, je suis partout, moi. Donc, Twitter, Insta? Ouais. Est-ce que l'État, YouTube, tu peux nous trouver le blog. la chaîne C'est très YouTube, gentil. nous faire un petit lien que tu épingles dans le chat? Les gens, n'hésitent à continuer. Point d'exclamation Tipeee. Attends, en Allez faire attendant, des dons, regarde, je voulais te sur- montrer ça. J'ai acheté ça aujourd'hui. Pouce sur le petit Il y a des bouton. cadeaux. C'est une seringue Pravaz Ouais. du 19e siècle. Waouh! Incroyable. C'est beau. C'est beau? Montre à C'est la un super- caméra. Voilà, je savais pas si on pouvait le montrer. Si. Oui, oui. Non, c'est pas la bonne. Ouais, mais mon plan à moi. On voit rien. Le focus, il pue la merde. C'est tout petit, les gens. Ça fait 7 Ah oui. cm 5. C'est une C'est bon seringue qui est en métal et en verre, qui était utilisée par les médecins et par les gens qui voulaient utiliser de la morphine au 19e siècle. Trop Incroyable. stylé. Il manque un peu de lumière, mais. Belle à quelle aiguille? Et donc ça, c'est une technologie qu'on a mis des dizaines et des dizaines d'années à mettre en place. En fait, les médecins, ils voulaient pouvoir injecter, Bah oui. mais c'est tellement fin et il faut que ça soit creux en plus, Ouais. que ça a mis presque un siècle à En partir plus, du moment. faut que la pointe elle soit bien, etc. Ouais. Parce que quand tu l'utilises Ouais. une deuxième fois, enfin c'est. Voilà, oui, je oui. me disais que ça, grâce à ça t'intéresserait. Oui, c'est trop de stylé. voir ça. Pour la Je classe. ferais pas mon inject de testo avec Non, ça. ouais. C'est ultra stylé. Oui, parce que aussi il faut que le piston il puisse être hermétique. Enfin, il y a tellement Et de là, trucs tu à. tournes en fait, c'est un truc à vis. Ah, Donc ok, pour ça se injecter, tourne. tu visses. Mais ça fait c'est- penser au gros truc dans le malade imaginaire, là, bah, les c'est gros sur pistons. la forme des Incroyable. des clistères, c'est ça. Oui, des c'est ça. clistères, voilà. J'ai pensé aux clistères.